Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Ma foi, celui-ci il a été sympathique, rythmé. J'ai pas pu live stream hier soir parce que bah voilà, comme vous le doutez, désormais on commande des matchs de Ligue 1. J'étais un petit peu fatigué après le Nice-Lyon. Il y avait de la famille en plus à la maison ce week-end, donc je me suis dit, même si j'aurais pu faire le débrief, je préfère le faire à froid en étant un peu reposé, histoire de vous donner un petit peu ce bilan de cette 25e journée de Ligue 1. Comme toujours, il s'est passé beaucoup de choses. Je l'ai mis en titre la course à l'Europe avec pas mal de suspense relancé, parce que Monaco, Nice et Marseille ont calé. Lille, Lyon et Strasbourg ont gagné. Donc voilà, on a un petit resserrement, ma foi, assez intéressant tout en haut, histoire de voir ce que ça va donner. Bon, quand je dis tout en haut, on ne parle pas évidemment du Paris Saint-Germain qui a 16 points d'avance, qui s'envole vers une saison d'invincibilité assez dingue. Donc bien sûr, on va pouvoir revenir sur chaque rencontre du week-end, avec aussi un mot sur le bas du classement, avec ce match entre Le Havre et Saint-Etienne. C'était un peu le match de la peur. Saint-Etienne va avoir quelques regrets parce que avec ce but hors jeu de Cardona, ils auraient pu vraiment faire un très très beau coup. Au bout d'un quart d'heure, mener 2-0 et finalement ça termine sur un partout avec encore un penalty concédé, 14 penaltys concédés par Saint-Etienne cette saison. Ça fait beaucoup dans la balance. Et puis Reims, Reims qui continue de nous faire extrêmement peur. Et Reims, à ce rythme-là, va vraiment se retrouver en Ligue 2, seulement 22 points, aucune victoire depuis début novembre. C'est assez fou quoi, ce qui se passe à Reims. Donc on voit Montpellier vraiment dans le dur et je pense que là c'est fini. Le Havre et Saint-Étienne, ils essaient d'aller récupérer des points. Le Havre s'en sort un peu mieux que Saint-Étienne. Et Reims, petit à petit, va commencer à glisser tout doucement vers le très très bas du classement. Installez-vous, prenez vos aises. Je vois qu'il y a des habitués du chat comme Samir, comme Brandon, Quentin, ce sont chat modératrice. Des nouveaux aussi comme Thibaut, que je salue. J'espère que vous êtes en forme. Oui, je vois ton message, Dragon Rash. Scipion, notre Bordeaux-Badléel. Bah ouais, Bordeaux, ça pue. Même en 4ème division, on arrive à faire n'importe quoi. Alors quand je dis n'importe quoi, évidemment, que ce soit les conditions financières, on est habitué à être un petit peu ridicule là-dessus. Mais là, ouais, on a fait un superbe rush pendant 3-4 mois, on perdait pas. On prenait les points qu'il fallait. On était revenu devant Saint-Malo. Et là, 3 défaites de suite. Saint-Malo qui reprend 5 points d'avance. Et nous, on va commencer à se prendre un petit peu la tête. Et est-ce qu'on va choke? Je sais pas. Mais en tout cas, l'équipe, elle tourne plus du tout comme avant. Il y a le retour d'Andy Carroll qui a joué une demi-heure contre Saumur. L'Olympique de Saumur, il n'y a qu'un seul Olympique, même en National 2. Et à voir ce que ça va donner. Mais ouais, un petit peu bizarre à Bordeaux, l'écroulement soudain, parce que pendant très longtemps, ça a été une équipe solide, qui jouait bien, qui dominait ses adversaires. Et là, 3 matchs, un effondrement, c'est assez inouï. Je sais pas comment l'expliquer. Donc, à voir ce que ça va donner avec une rébellion, j'espère, des cadres de Bruno Reles aussi, qui a pas forcément de plan B. On met beaucoup de longs ballons devant. Enfin, voilà, ce sont les habitudes d'une équipe qui regarde ces matchs, enfin d'un supporter qui regarde les matchs sur YouTube le samedi à 18h et qui se morfond un petit peu et qui a heureusement la Ligue des Talents pour se consoler, parce que il s'est passé tellement de choses dans ce beau week-end de Ligue 1 avec bien sûr, vous allez le voir, hop, le petit point classement. Je vous l'ai dit les amis, ça se resserre nettement en haut. Alors Marseille a encore 3 points d'avance sur Nice. Nice qui aurait pu faire une super opération et revenir à la place du Dauphin, ça ne l'a pas fait hier soir. 49 Marseille, 46 Nice, 44 Monaco, 44 Lille, 42 Lyon et même 40 Strasbourg. J'oublie pas Strasbourg parce que la LDC, la 4ème place, n'est qu'à 4 points pour Strasbourg, qui est l'une des meilleures équipes en 2025 de ce championnat. Donc on va avoir quelque chose d'assez sympathique. Et après, j'avais presque envie d'évoquer la lutte pour la 7ème place, parce que c'est intéressant, comme t'as Toulouse, t'as Brest, même si Toulouse ça va être dur avec 34 points, Brest, Lens qui sont là et Strasbourg, mais on va voir ce que ça va donner. Et Ludwig qui se projette déjà, les perd le week-end prochain, leur prend pas d'avance. On rappelle le week-end prochain, week-end de Classico, PSG-OM, et pendant ce temps-là, Nice recevra Auxerre vendredi. Donc c'est vrai que ce petit contretemps, ça peut se remettre en place. La lutte pour la 7ème place est la plus intéressante, nous dit Colomès. Mais tu sais quoi, je pense que Strasbourg, je les mets moi dans la lutte pour l'Europa League et même la LDC. Vu le rythme qu'ils ont en ce moment, ils peuvent avoir vraiment leur mot à dire dans cette concurrence-là.
À voir ce que ça donne. Toulouse, on joue Strasbourg et Brest en 2 matchs. Bah voilà, ça va peut-être relancer certaines choses, mais voilà, Brest sans Ligue des Champions, sans Coupe de France, qui a plus que le championnat à jouer, ça va être quand même une équipe assez difficile à manœuvrer jusqu'à la fin. Lens, qui on pensait était voilà, totalement effondré, va chercher les 3 points là où personne ne comptait sur eux, donc t'es encore dans ce mood-là. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais cette lutte pour l'Europe, bah, je pense que c'est... Bon, après, évidemment, comme d'habitude, en Ligue 1, bon, le suspense, ces dernières années, pour le titre, il est très souvent entériné assez vite. Et après, certains feront des jugements. C'est la faute du PSG qui tue la concurrence, c'est la faute des autres. C'est comme d'hab, hein. Oui, bien sûr que le PSG, ils sont tellement au-dessus du lot, mais bon, quand tu vois certains résultats... Tu te dis qu'il y a des équipes qui sont à 16 points. Moi, je le dis toujours, c'est pas de la faute du PSG. Si l'OM perd 2 fois contre Auxerre, perd des points à domicile contre Angers, ne prend qu'un point sur 6 contre Strasbourg, perd contre un Lens qui était au fond du trou. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours relativiser certaines choses. Ouais, la lutte pour l'Europe, c'est évidemment le gros suspense de cette fin de saison. Moi, pour rappel, mes 4 équipes que j'avais annoncées, c'était Paris, Marseille, Monaco et Lille. Nice vient jouer les troubles faites, donc à voir ce que ça va un petit peu donner. Et puis en bas, bah, je voulais dire, regardez Reims, hein. Reims, ça fait que des défaites, il y a que du rouge, c'est plus qu'inquiétant. Une chute vertigineuse, aucune victoire depuis Le Havre, c'était en début novembre comme j'ai dit. Et là, t'as 22 points, t'en as plus qu'un avance sur Le Havre barragiste, qui même si Le Havre n'a pas un rythme incroyable, prend des points petit à petit. Saint-Étienne n'est qu'à 2 points, donc ça va être dangereux. Et on rappelle que semaine prochaine, on a aussi un Montpellier-Saint-Étienne pour le bas du classement qui va être assez savoureux à suivre. Installez-vous, comme je vous l'ai dit, confortablement. On est parti pour une bonne heure de débrief avec tous les matchs à voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer bien sûr par le match du dimanche soir, ce Nice-Lyon, qui était, ma foi, sympathique d'un point de vue commentateur. Alors, c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que, par exemple, j'ai commenté le OM Nantes la semaine dernière. Moi, j'ai trouvé que c'était un match pas mal, enfin, sans être le match du siècle, bien sûr. Et j'ai beaucoup de gens qui critiquaient le niveau du match. En fait, c'est dingue parce que quand t'es dans l'adrénaline du truc, tu trouves toujours le truc, peut-être le match plus consistant, intéressant que d'autres. Et je pense que sur Nice-Lyon, c'était un match qui était quand même plus vivant, je pense, que le Marseille-Nantes. Peut-être que certaines réserves sur la finalité. Mais voilà... Lyon a fait le coup parfait, a su faire le dos rond, plier sans rompre, s'en remettre à un sauvetage de Niakhaté, être sauvé encore une fois par Lucas Perry, un petit peu de maladresse côté niçois, mais bon, il y avait une immense domination, hein. C'était vraiment un match qui est parti, on va dire, à sens unique, avec cette grosse domination niçoise, et les entrants qui ont fait la différence, c'était la surprise du chef avec... un Ryan Cherki qui était sur le banc. Je pense que pas grand monde ne s'y attendait. Nouama aussi, Lacazette, Mikotadze, pardon. Et c'est vrai que cet OL-là qui a souffert, au niveau des stats, je pense que c'est assez équivoque. Ouais, tu vois, 18 tirs à 8, mais seulement 4 cadrés contre 5 Lyonnais. Les Lyonnais qui ont eu la possession, mais Nice qui a été beaucoup plus dangereux. Et après, moi j'ai bien aimé personnellement le match de Niakhaté. Derrière, même s'il s'est fait peur, notamment sur quelques sorties de balles, prises de balles, c'était la volonté de Fonseca de ressortir proprement, même si au bout d'un moment, Perry a envoyé de longues saucisses devant, même si des fois il y a des Lyonnais qui ne sont pas embarrassés avec le ballon, qui ont dégagé en touche. C'était quand même une configuration qui m'intéressait pas mal. Et je trouve que voilà, Niakhaté s'est fait un petit peu peur, mais je trouve que sur la solidité globale, on le sait, Niakhaté c'est un joueur qui a coûté très cher, plus de 30 millions d'euros pour un défenseur central hors PSG en Ligue 1, sa facture, c'est pas simple de rentabiliser ce prix-là. Je trouve qu'il l'a pas du tout fait depuis le début de saison. Mais en vrai, au niveau de l'impact défensif, du fait de bien tenir face à Guessant, face à Laborde, face à Shaw, je trouve qu'il a répondu présent et c'est un de ses meilleurs matchs, je trouve, depuis son arrivée à Lyon. Sinon, côté lyonnais, évidemment, Thiago Almada a été vraiment bon dans son rôle côté droit, puis il a beaucoup travaillé aussi au milieu de terrain, ça a permis de le voir dans différentes positions et j'ai vraiment aimé son impact. C'est pareil, lui c'est son meilleur match depuis son arrivée, avec forcément la récupération haute, la passe décisive pour Cherki, et puis même Almada qui n'est pas le premier offensif à sortir. On a vu qu'il avait fait pas mal de temps de jeu, donc ça c'est vraiment une clé pour lui.
Tolisso qui avait peut-être une influence un peu moins évidente. En fait, tu prends le 11 de base lyonnais. En vrai, à part Almada, Mata a fait son match, Niakate et Perry. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient dans la difficulté. Et voilà, dominer n'est pas gagné. Vous le savez, on a vu pas mal de matchs ces derniers jours, comme un certain PSG Liverpool, un certain Marseille-Lens. Et Lyon a su attendre le bon moment pour piquer son adversaire. Et ils s'en sortent avec une victoire 2-0. Et puis surtout, quand tu vois l'urgence au classement, c'était impératif de récupérer ces points-là parce que tu pouvais déjà avoir un sacré écart. Côté Nice, j'ai quand même bien aimé le match pendant 1 heure. Il manquait que ce petit but. Ça aurait dû arriver sur la tête de la board repoussée par Niakate. Shaw et Guessant n'ont pas eu forcément les opportunités qu'il fallait, mais voilà, Nice a beaucoup poussé, eu beaucoup de coups de pied arrêtés, n'a pas su trouver la faille. C'est la réussite qui leur échappe, alors que voilà, il y a eu énormément de bon travail de Klose, de Bard, beaucoup de courses dans le dos. Des appels incessants et le plan de jeu était assez efficace. Enfin, vraiment, le Nice de Francaise, c'est intéressant de voir à quel point c'est varié par rapport à la période lançoise où tu as encore un tout petit peu, t'as du pressing, mais tu as moins Calan, je trouve. Par contre, dans la construction des actions, tu te projettes très très vite vers l'avant. C'est pour ça, quand tu vois les stats, tu te dis Nice, c'est 37% de possession, c'est que 387 passes. C'est pas. Enfin, tu te dis que c'est une équipe qui refuse le jeu, alors que c'est pas du tout ça. C'est plus une équipe qui, vraiment, dès qu'elle a le ballon, c'est se projeter vers l'avant, très peu de verticalité. Et c'est pour ça aussi que tu n'as que 82% de précision de passe, je pense. C'est que des fois, tu as une forme de précipitation. C'est que tu veux tellement solliciter un Guessant ou un Laborde ou un Mohamed Ali Chaud que tu en perds le ballon. Je pense que c'était pas un braquage non plus, ni c'était vraiment inoffensif. Non, je pense que en termes de braquage, je pense que PSG Liverpool est tout en haut, mais Nice a laissé passer sa chance sur la première heure de jeu qui était vraiment très énergique, et je pense qu'après il a manqué un peu de carburant dans le moteur pour aller récupérer ça. Mais ouais, tu vois Lyon qui revient à 2 points de la LDC quand on sait que c'est l'objectif fixé par John Textor. Nice qui est encore bien installé, puis tu vois, ils avaient enchaîné quand même 4 succès de suite. Enfin, faut pas non plus, c'est la première défaite à domicile, c'est regrettable, mais voilà, c'est juste que t'es tombé sur un adversaire qui a su te manœuvrer au bon moment. Et quand tu vois les entrants comme Cherki, comme Noama, comme Kotadze, même Maitland Nice, j'ai bien aimé l'entrée de Maitland Nice. Quand on a vu Koumbedi prendre un carton jaune dès la 4e minute, j'ai dit là il va passer toute la rencontre avec une épée de Damoclès. Et finalement c'est vrai que c'est logique de la part de Fonseca et de son staff de le sortir assez tôt. Après, bah oui, c'est vrai que c'était aussi l'événement. On avait quand même un match de Ligue 1 avec 2 coachs tout en haut en tribune et 2 adjoints, Lilian Laïs et Georges Massiel, aux commandes près du banc. Bah, j'ai pas vu forcément de différence. Alors, ce sera intéressant de voir comment les joueurs vivent ça, parce que quand tu connais Fonseca et sa figure, et Francaise aussi, ça va être quand même un petit peu particulier. Mais Lyon, on a déjà vu quand même beaucoup de scènes de joie lors du match en Roumanie face au FCSB. On a vu également le cas dimanche soir lors de cette victoire 2-0. Moi, vous savez mon avis sur la suspension de Fonseca. Évidemment, elle est exemplaire, elle est archi lourde. Et je pense qu'il y avait matière à donner une très lourde sanction. Après, l'histoire d'interdire d'accès au vestiaire et tout, c'est quand même ça va très loin, je trouve. Après, voilà, il faut quand même ne pas laisser de tels excès prospérer. Dans un autre sens, je pense que cet épisode va aussi souder l'OL. Je pense que le fait d'être un peu seul contre tous, et ce sentiment-là peut aussi avoir une répercussion avec, comme vous le savez, bien sûr, les fameuses histoires de réserve pour Thiago Almada. Juste merci à Dark Chirac pour le petit sub. Merci beaucoup, mon pote. Allez, les Earth of Mid-Ocean. Toi, t'es bien le hipster que tu penses être. Avec les réserves pour Thiago Almada. Là, on voit qu'en fait, cette histoire de poser une réserve pour Thiago Almada, ça tourne un petit peu au règlement de compte. Et écoutez Jean-Pierre River hier quand il explique pourquoi il fait une réserve pour Almada, il le fait presque parce qu'on lui a demandé. Il a dit je tiens une parole. Il est presque désabusé. Il a même du mal à le justifier en disant voilà, j'ai rien contre Laurent Prudhomme, le dirigeant de l'OL, qui est un garçon charmant, mais tu sens que quand même cette histoire de réserve pour Thiago Almada, je suis d'accord avec toi, Jus, c'est ridicule. Au bout d'un moment, c'est juste pour faire plaisir aux copains. Après, bon,
Désolé pour John Textor et l'OL, mais c'est le seul moment depuis tellement d'années où on voit les présidents de Ligue 1 soudés. Alors ils sont soudés pour une cause qui est particulière, qui est même ridicule, mais ça aurait été bien de voir cette solidarité opérer à certains moments critiques du football français. Donc voilà, je pense que malheureusement ça va continuer, que voilà, l'OL chaque semaine va avoir des réserves posées, à voir contre les clubs, on va dire un petit peu récalcitrants, qui sont pas forcément avec ce groupe-là. Je pense peut-être au Havre. D'ailleurs, il y a un Lyon-Le Havre la semaine prochaine. Ça va être intéressant de voir si Le Havre pose une réserve. On a aussi Lens de mémoire qui n'était pas forcément trop dans le mood. Mais c'est vrai que maintenant, cette histoire de réserve, c'est juste, voilà, on le fait parce qu'on nous l'a demandé. Et il n'y a pas tellement, tu sais, c'est plus la forme que le fond. Et là, la forme, elle est évidemment extrêmement ridicule, quoi. Donc, ça fait partie des petits moments un petit peu rigolos du championnat. Je peux comprendre la frustration de certains à voir nos clubs se déchirer là-dessus et viser l'OL comme ça. Mais bon, pour revenir au terrain, encore une fois, ouais, très très bon coup pour réaliser par les Lyonnais. Voilà, en plus tu reçois Le Havre, donc avant la trêve, ça va être aussi le moment de peut-être s'inviter dans le top 4. Faut que je revoie juste les matchs de la semaine prochaine pour le haut du classement. Donc Nice reçoit Auxerre, Lille va à Nantes. Après, t'as envie de dire Nantes, c'est jamais évident contre les gros, mais bon, on a pu voir que certains réussissent quand même à s'en défaire. Lyon-Le Havre, Angers-Monaco, Strasbourg-Toulouse et PSG-OM. Franchement, le programme du week-end prochain, t'as que des matchs. Allez, ouais, t'as que des matchs à enjeu, que ce soit Europe, lutte pour le maintien, tout ça. Ça va être assez fort. Ouais, ça va être pas mal. Et oui, la qualité de passe de Thiago Almada, très très bon hier. Franchement, vrai bon match, comme j'ai dit, encore une fois, référence pour lui. Ça va lui servir pour la suite. Et cet OL qui gère bien la période Coupe d'Europe, voilà, ce 8e de finale. C'est vrai que je me suis rendu compte, hashtag analyse, mais là, si tu fais le job au retour contre le FCSB, t'es déjà en quart de finale. Et en plus, t'as Manchester United ou la Real Sociedad. Pour regarder un petit peu de football européen, c'est pas la grande Real Sociedad, c'est pas un grand Manchester United. Bon, ça, je pense que vous le savez depuis un moment. Mais ouais, l'OL a un vrai coup à jouer pour se retrouver, faire une belle petite épopée en Europa League. Donc, on va suivre ça avec forcément une grande attention. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme match ? On va se diriger vers les autres matchs temps forts du week-end, les amis. On va aller, je pense, sur ce Rennes-PSG, le match entre les deux confrontations face à Liverpool. Alors, comme d'habitude, il faut toujours... je suis étonné de ton retour parce que j'ai écouté le match chez RBF et le gars pétait son crâne devant la nullité des deux équipes et trouvait qu'Almada se fait manger comme un U15. C'est ce que j'ai dit vraiment en début, avant de prendre la parole, c'est que certains matchs que tu commentes, tu les trouves bien parce que t'es dans le truc, mieux que si t'étais dans ton canapé et que tu voyais ça. Je pense que si je revois le match à froid, pas dans les conditions du direct... Après, je trouvais que quand même Nice mettait beaucoup de bonnes choses sur la première heure et l'OL a attendu les bons contres. Après, je peux comprendre que le match, encore une fois, c'était pas... Tu sautais pas au plafond, mais je trouvais qu'il y avait pas mal de bons petits enseignements, quoi. C'était un match dimanche soir assez intéressant. Après, Almada se fait manger comme un U15. C'est vrai qu'au début, les 10-15 premières minutes, il s'est fait un petit peu bouger. Il a perdu 2 ballons. On sentait que c'était l'intensité niçoise. Il avait du mal. Et après, je trouve qu'il a bien rectifié le tir. Il a gardé des bons ballons. Il a su faire des bonnes transitions. Donc, franchement, je trouve que ça a eu du sens. Oui, c'est vrai que techniquement, je suis d'accord. C'était pas, encore une fois... C'était pas le Nirvana. On y va du coup sur ce Rennes PSG avec, bien sûr, comme tu le dis, Jus, une pluie diluvienne qui n'a pas arrangé tout ça. Et encore, la pluie, je pensais que ça allait être pire. Niveau tenue du ballon et pour certaines transmissions, on va y aller sur ce Rennes PSG. On est obligé. Bien sûr, je pense que certaines images ont marqué les gens par rapport à l'arbitrage. Oui, le premier but de Barcola, le coup franc a été avancé de 6-7 mètres et n'aurait pas dû se jouer là. Et c'est légitime de protester. Barcola qui fait main, Samba qui proteste et Samba qui prend la main plutôt que Barcola. Ça aussi, je peux comprendre que ça agace. Il y a des faits d'arbitrage qui sont contre le Stade Rennais
sur ce match-là. Après, je pense que voilà, enfin, c'est malheureux parce que ce sont des faits d'arbitrage, évidemment, c'est le sujet récurrent, mais on va pas non plus se rester focus parce que ce sont deux séquences qui arrivent dans le match. Sur la globalité, je pense que le PSG aurait fini par l'emporter. J'ai quand même trouvé que Rennes avait posé quelques soucis à cette équipe parisienne, même si on a pu sentir. Ce match, ça m'a rappelé, vous savez, un petit peu le Brest. Le Brest PSG de championnat, où Brest revient bien dans la partie, et à 3-2, et se dit peut-être ils peuvent accrocher un match nul en forme d'exploit, et finalement ça termine à 5-2, et là c'est un peu la même fin de match, hein, avec voilà, Dembélé qui met un doublé dans le temps additionnel. J'ai trouvé que Rennes a quand même des signes encourageants, même si tu sens que c'est une équipe qui a beaucoup de boulot. Voilà, et loin, et dans une autre dimension par rapport au PSG, ils peuvent pas rivaliser, mais ils ont quand même su leur poser des soucis. Je note aussi quand même qu'on a vu voilà, un Beraldo en grande difficulté, quand Beraldo remet le ballon comme ça, plein axe, je sais plus c'est pour quel attaquant rennais, je crois que c'est Kader Meïté, enfin voilà, genre de cadeau un peu incompréhensible. Je trouve aussi que Lucas Hernandez est quand même en difficulté la plupart du temps. Alors on sait que quand tu reviens d'une longue blessure, des croisés, c'est toujours délicat voilà, de reprendre du rythme, mais je trouve qu'aussi en termes de niveau, il a un petit peu décliné, donc son rôle de remplaçant dans ce PSG-là est tout à fait justifié. Et puis quand on voit finalement en fait que le PSG réussit à gagner même avec une équipe, on va dire, en faisant un petit peu tourner, c'est là que tu vois qu'ils ont tellement bah oui, ils ont de la marge, hein, ils ont de la marge, hein. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, Tits le dit, Désiré Doué, bah oui. Hier, j'ai répondu à une question d'Ali au top qui disait en 2025, quel joueur vous fait allumer votre poste de télévision? Alors moi j'en ai pris un par championnat, avec bien sûr en Serie A le coup de cœur voilà, pour toujours de Paolo Dybala. En Allemagne j'ai choisi Florian Wirtz, même si bien sûr il y a Moussiala. En Angleterre j'adore Alexander Isak comme numéro 9. En Espagne c'est Pedri parce que je trouve que c'est actuellement le meilleur milieu au monde. Et en Ligue 1 c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup, comme toujours, hein, la Ligue des Talents porte bien son nom, des talents à droite à gauche, du Akliouche, du Cherki, du Bakwa. Et évidemment, Désiré Doué, c'est quand même un joueur extrêmement intéressant. Et puis surtout, la progression qu'il a en 2025, depuis, bah voilà, c'est vrai que quand on voit ce PSG qui est devenu un rouleau compresseur depuis 3 mois, Désiré Doué, il y est pour quelque chose. C'est un joueur qui s'est parfaitement implanté dans ça. Alors, il a eu, voilà, malheureusement, un statut de remplaçant contre Liverpool. À voir si ça va changer avec le retour à Anfield. J'ai l'impression quand même que Luis Enrique partira sur une compo, on va dire, voilà, la même qu'à l'aller. Mais en tout cas, c'est sûr que Désiré Doué a franchi un cap. Et puis, bah, on est dans une semaine de liste de l'équipe de France. Vous n'êtes pas sans savoir que la prestigieuse Ligue des Nations revient dans quelques jours. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations sur les joueurs qui vont faire partie de cette liste. Et c'est vrai que Désiré Doué, Cherki Akliouche, quoi qu'il arrive, je serais content pour l'un des trois. Mais à voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord, hein, il débutera pas Gristein. C'est vrai que comme il a joué 90 minutes, ça semble quand même être un indice en faveur de Guevara ou de Fabian Ruiz. Et à voir ce que ça va un petit peu donner. Je mets un gros billet sur Doué. Bah, c'est vrai que pour Deschamps, avoir un joueur qui performe comme ça en LDC, ça peut lui donner un bel indice, ouais. Mais c'est vrai que cette liste jeudi 14h, on a hâte parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu l'équipe de France. On a envie de nouveautés. On a déjà eu après l'Euro avec notamment Manu Koné, Olysée. Mais là, ça va être intéressant de voir comment Deschamps aborde cette double confrontation contre la Croatie. Et oui, je disais, bah, le PSG, même en faisant tourner, même en étant focus sur la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui est au-dessus du lot. Et bah, j'ai du mal à voir maintenant, les gars. De toute façon, il faut qu'on se projette sur la suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est... Alors, on sait qu'après la Ligue des Champions, s'il y a élimination demain, peut-être qu'il y aura une forme de décompression. Mais est-ce que le PSG peut rester invaincu? T'as 20 victoires, 5 nuls, 65 points sur 75 possibles. C'est quand même effrayant. Tu fais Marseille, Saint-Étienne, Angers, Nantes, Le Havre, Nice, Strasbourg, Auxerre et Montpellier. Pour moi, il y a aucun monde où ça... Bah, ici, évidemment, il y a un monde. Hein. Le match à Strasbourg qui joue l'Europe, Strasbourg qui est relou à jouer, ça, c'est toujours délicat et embêtant. Nice, c'est quand même une bonne équipe, mais
En fait, à chaque fois, tu dis peut-être, mais à chaque fois, l'OL, non. Mais je pensais au match contre l'OL, tu vois. Le match contre l'OL, ça a tourné en faveur du PSG. Le LOSC, qui sont venus en préparant leur match de LDC. Monaco, il n'y a pas eu de débat. Brest, voilà, je vais pas redire quelque chose. Lens, ils ont un petit peu embêté, mais ça n'a pas suffi. À chaque fois, et à chaque fois, ils ont cette petite marge nécessaire, quoi. En vrai. Même le match contre l'OM, tu devrais te dire normalement, c'est le. Et tu sais à l'aller ce qui s'est passé, même s'il y a eu le carton rouge d'Harit assez tôt, qui peut un peu biaisé, mais n'oubliez pas qu'à 11 contre 11 pendant 20 minutes, le PSG a roulé sur l'OM. Donc je crois qu'il y a bien moyen que ça le fasse. Auxerre, deuxième meilleure équipe contre le top 6 et n'a pas perdu à l'aller. Ah, il y en a qui commencent à mettre des petites pièces. C'est vrai que, après, si le PSG est champion assez tôt, peut-être que dans leur tête, mais là, t'as l'occasion pour la première fois de l'histoire de QSI d'être invaincu, et je pense que c'est le pacte qu'ils ont fait entre eux. Et en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, tu vois, ils ont eu quand même des grosses frayeurs. C'est dire à quel point ce PSG là en Ligue 1, il n'y a pas trop de concurrence. J'ai un clip de toi en février 2024 qui dit que Désiré est le type de joueur qui peut directement passer de Rennes à un top club sans intermédiaire comme Doku, t'es un visionnaire. Aïe aïe, c'est le moment de flex. Non, après, ce qui est sûr, c'est que Désiré Doué, il montrait tellement de grosses choses. C'est vrai qu'à Rennes, il y a eu des joueurs comme Kamavinga. Après, Matistel, c'est différent parce que Matistel, on l'a pas vu assez en pro. Matistel, même si au Bayern, il a marqué quelques buts avec un temps de jeu assez faible, je pense que Matistel aurait peut-être eu besoin de cette étape intermédiaire pour engranger de la confiance, découvrir voilà, le monde pro. Alors que tu vois, un Kamavinga, un Doué, c'est des joueurs, tu sens direct qu'il y a... Ouais, ça peut aller dans un top club sans étape... De transition, quoi. Monstero, tu veux qu'on parle de Liverpool? Que dire sur ce Liverpool PSG? Moi, j'y crois. En fait, j'ai pas envie de dire que le PSG qui a perdu contre ce Liverpool-là, bien sûr, putain, les stats, je m'en remets toujours pas, quoi. 27 tirs à 2, c'est de la folie. Pour moi, Liverpool, devant son public, pourra pas montrer un visage aussi prudent. Et je sens que ils vont laisser quelques espaces. Ces espaces, ils devront les exploiter. On a vu que le PSG était capable, face à un Liverpool regroupé dans sa zone, de trouver des failles, même si, lors de la seconde période, avec un peu de frustration, il y avait un peu plus de tirs lointains. Mais je suis sûr que le PSG a un coup à jouer. On a vu qu'ils étaient dans une grande confiance, qu'ils ont eu très très peu de temps faible. En fait, le seul temps faible, il est venu après le but d'Harvey Elliott. Quand t'as fait 85 minutes comme ça, à un tel niveau d'intensité, de rythme, de pressing, de vagues, même si Liverpool, 2-3 fois, a réussi à sortir, mais sur 90 minutes, c'était quand même assez faible. Et après le but d'Harvey Elliott, ça a été une forme de décompression. Là, ils ont vraiment mangé quelque chose dans ce sens... dans ce sens-là. Et pour moi, Monstero, t'as tout dit, en fait. Le match, c'est comme d'hab, c'est du hashtag analyse, c'est bateau. Mais oui, l'efficacité dans les deux surfaces. La différence entre Alisson et Donnarumma, la différence entre une équipe qui a eu très très peu d'actions et qui a quand même su concrétiser avec Harvey Elliott, et une autre qui a eu une multitude d'occasions, en sachant que, oui, le PSG n'a pas été aidé par l'arbitrage, par un petit peu de malchance, comme le hors-jeu de Gvara. À eux de la provoquer, mais moi je sais pas, moi je vous ai dit que je pensais que Liverpool allait passer parce que voilà, je trouvais que ils étaient quand même un peu plus sereins, mais je pensais comme beaucoup que Liverpool ne serait pas autant dominé. C'est un visage qu'on a découvert, redécouvert, en sachant que Liverpool nous avait déjà proposé ça contre City, mais avait été capable de bien sortir, d'être tranchant et de faire mal en contre. Là, ils ont été incapables jusqu'à la 85e. Est-ce que Liverpool, pour toi, va laisser la possession au PSG à Anfield? Ouais, je pense que Greiststein, je pense très clairement que je pense pas qu'on sera à 71-29, on sera peut-être plus sur du 60-40, mais je pense que le PSG va être entreprenant. Et c'est vrai que il y en a qui reprochaient à Luis Enrique, enfin pour moi c'était pas de la stérilité offensive, c'est juste que là ils ont vraiment eu un manque de bol assez conséquent. Et oui, certains ont dit le plan tactique de Slot a été parfait. Non, aucun entraîneur ne s'attend à voir son gardien réaliser 9 arrêts monstrueux, à autant souffrir. C'est juste que voilà, ils ont su faire le petit dos rond nécessaire. Et ça leur a réussi, mais je pense qu'Arne Slot, il était pas content de l'attitude globale.
ça c'est clair. Je pense que voilà, il espérait quand même que Mo Salah puisse être un peu plus trouvé. Il a été très bien pris par Nuno Mendes. Mais ce qui est bien pour cette équipe, c'est de voir un banc. Quand tu vois la bonne entrée de Darwin Nunez, quand tu vois la bonne entrée de Wataru Endo, d'Harvey Elliott, ça leur offre voilà, des possibilités intéressantes si jamais, sur ce match retour, le PSG mène au score, quoi. Pour toi, à l'aller, Liverpool voulait plus de possession. Ouais, je pense que Liverpool a essayé par moment de sortir et de sortir assez vite, mais ils ont bien vu que c'était impossible, que c'était étouffant, que le PSG était capable de rester dans leur partie de terrain, et qu'au bout d'un moment, ils se sont dit ok, ce soir on n'y arrivera pas, donc on va juste souffrir ensemble et on essaiera de piquer au bon moment. Mais c'est vrai que ce match-là va être assez fou, quoi. Peut-être pas plus de possession, mais sortir plus les ballons. Je pense qu'ils vont essayer de produire ça, voilà, avec un Salah, avec un Luis Diaz, avec avoir l'avant-centre qui sera mis en œuvre, avec un Szoboszlai. Mais voilà, quoi. Ça m'énerve les gens qui disent mais Liverpool a fait exprès. Non, non, mais Liverpool n'a pas fait exprès. Enfin, Liverpool a perdu le contrôle du ballon. Liverpool a souffert, mais en aucun cas, je pense que de la part d'Arne Slot, c'est évidemment, Luis Enrique a gagné la bataille tactique. Après, dans la zone de vérité, par contre, là, on a vu que Liverpool a su jouer à la fois de malice et de réussite, quoi. Même si le gardien est exceptionnel, t'es d'accord pour dire que c'est parfaitement joué par l'attaquant. Exemple triple occasion, le gardien pourra rien faire. Oui, oui. Après la triple occasion, il y en a plein. Le tir de João Neves qui passe au-dessus d'entrée. La triple occasion, Dembouz, Barcola, Hakimi qui veut pas tirer. On a la frappe de Gvara. On a le coup franc. On a Désiré Doué. Enfin, il y a eu tellement de possibilités. C'est chaud, quoi. Mais oui, Donnarumma, c'est la clé. Moi, c'était mon inquiétude dans hors-jeu, à savoir que si le PSG voulait passer, il fallait quand même compter sur un gardien d'exception. C'est pas le cas en Ligue des Champions sur les gros rendez-vous. Là, il peut encore se rattraper. C'est qu'un match aller, t'as la chance d'avoir un match retour, mais on a vu la différence à l'aller. Donnarumma, c'est dur pour lui. C'est pour ça que avec le job d'arbitre, le gardien dans le foot, c'est le truc le plus ingrat. T'as une situation à gérer, t'es tranquille tout le match et t'as pas la main assez ferme pour l'enlever, quoi. Donc à voir. Un chevalier à Paris, t'en penses quoi? Écoute, je sais pas jusqu'à combien de temps il y aura. Ah oui, après. Je parle de cette action, Donnarumma n'est pas le seul responsable. T'as Marquinhos qui perd le duel au début, t'as Nuno Mendes qui laisse un écart considérable à gauche. Évidemment, c'est un ensemble collectif, mais Donnarumma, cette action, Alisson en face, il la sort par exemple. Donc tu vois, c'est là où tu peux un petit peu être frustré. Est-ce que c'est le bon moment de faire chevalier Donnarumma? En tout cas, je ne sais pas, encore une fois, combien de crédit aura Donnarumma après cette saison avec des champions si ça s'arrête demain. J'ai envie de voir, parce que Donnarumma, même si ça reste un jeune gardien, il a quoi? Il a 26 ans. 26 ans, ouais. Tu sais que ça peut aller très très vite, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des approches pour notre ami Chevalier. Donc hâte de voir. Bon, pour moi, le PSG a un coup à jouer. Le PSG peut le faire. Et après, ça va être difficile. Dans cette configuration, t'as pris un but de retard, mais le match aller a été tellement encourageant, positif, que t'es aussi obligé de te dire bon, ils peuvent quand même le faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, côté Rennais, c'est vrai que la première de Kader Meïté, ça c'était mon Cassano, mon Moussiala Bayern di Monaco. Je l'avais annoncé dans hors-jeu que c'était la nouvelle pépite du Stade Rennais. J'étais étonné de le voir titulaire d'entrée en Ligue 1, mais son match était plutôt intéressant, même s'il n'a pas eu la finition nécessaire. Il a quand même trouvé la barre. Voilà, c'est l'équipe qui... On sent qu'elle est en phase de reconstruction. Après, c'est vrai que quelqu'un le disait, Rennes aujourd'hui, on est à 9 journées de la fin. Rennes n'a quasiment plus rien à jouer. Le maintien, à moins de s'effondrer, on sait que voilà, ils sont bons. Et l'Europe est à 11 points. Donc Rennes, c'est le pire des ventres mous. Avec, peut-être un peu Auxerre, voire Angers. Mais là, c'est vraiment le ventre mou ultime, quoi. Donc, moi, je l'ai dit, cette fin de saison, elle doit servir à Habib Beye et son staff de préparer
voilà, l'exercice suivant, savoir avec quel joueur tu vas repartir. Et je me dis que, en vrai, tu as construit un truc intéressant pour l'avenir parce que la base à 3, Jacquet, Rouault, Brassier, avec derrière Samba, ça peut marcher. À Sillon, pourquoi pas. Truffert, je serais presque pour aller chercher un autre type de piston. Je pense que Truffert a fait son temps à Rennes. Il faut aller chercher quelque chose. Au milieu de terrain, Djaoui Cissé avec un côté. Est-ce que tu fais confiance à Jordan James, Ismaël Koné? Est-ce que tu capitalises sur Seko Fofana à avoir? T'as Kalimundo, t'as Blas, t'as Baïté, en sachant que sur le banc, t'as du Matusiwa, Furuhashi, Altamari. En vrai, pour moi, t'as un effectif intéressant à bâtir, mais tu sens que cette saison, il y avait quand même l'urgence du maintien. Ils l'ont fait avec ce gros mercato hivernal. Maintenant, à voir pour la suite, quoi. Koné, c'est pas brillant, je trouve. Je préfère Matusiwa. Il y a une grosse différence avec Djaoui Cissé. J'ai l'impression qu'Ismaël Koné, pour avoir vu un petit peu de ses matchs à Marseille, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est quand même un joueur particulier dans le sens où il lui faut le contexte parfait pour performer. J'ai l'impression qu'Ismaël Koné, s'il n'y a pas le bon joueur à côté de lui, le bon collectif, tu vas pas pouvoir en tirer la quintessence. Ouais, Furuhashi, le pauvre, il a du mal. Furuhashi, j'ai l'impression que on est pas sur 3 matchs. C'est dur. En sachant que la victoire contre Strasbourg, il touche 7 ballons en un peu plus d'une heure. Et pourtant, je trouve que c'était une bonne idée d'aller chercher un mec qui marquait souvent avec le Celtic, un joueur qui a de la LDC dans les jambes. Après, il a 30 ans déjà. Mais peut-être c'est une adaptation qui va prendre plus de temps. Faut voir avec un petit peu de patience. Urgence de recruter en défense à Rennes. En vrai, alors tu prends 4-1 contre le PSG, mais sinon, je trouve que la défense rennaise, tu vois, c'est quand même pas... Tu vois, depuis l'arrivée d'Habib Beye, t'en as pris 2 contre Lille, sinon t'as fait quand même 4 clean sheets. Bon, t'as fait clean sheet, Strasbourg c'est bien, Saint-Étienne, Reims-Montpellier, t'as 3 équipes vraiment malades. Je sais pas, moi si je devais recruter, c'est peut-être plus le côté piston gauche, tranché au milieu de terrain et devant. C'est peut-être là où je mettrais l'accent. En vrai, cette base à 3, Rouault, Brassier, Jacquet, elle m'intéresse beaucoup. Donc je pense qu'il y a des jeunes joueurs aussi dedans qui vont grandir, parce que Jacquet c'est 19 ans. Donc à voir ce que ça va donner. Et calendrier pour Rennes, tu fais Lens, Angers, Auxerre, Le Havre, Nantes, Lyon, Toulouse. Ouais, t'as quand même un... En vrai, c'est bien, parce que cette équipe, elle doit se préparer pour la suivante. T'as quand même de beaux petits affrontements. Ça peut être intéressant à voir sur la durée. Mais voilà, la première mission, encore une fois, d'Habib Beye, c'était ce fameux maintien. Il y est parvenu, je pense, à moins d'un effondrement stratosphérique, à voir ce que ça va donner par la suite. On y va pour le reste des affiches, avec un match du samedi soir riche en émotions, en enseignements et surtout en conséquences au classement, avec la défaite de l'Olympique de Marseille. Aïe aïe, l'Olympique de Merveille qui se prend les pieds dans le tapis face à Lens. Lens qui était venu avec un plan de jeu très très clair. Eux, c'était pas comme Liverpool, hein. Eux, ils s'attendaient à souffrir et laisser le ballon. Eux, il n'y avait pas de souci. Ils ont dit, c'est pas notre problème. 4 défaites de suite, on est une équipe malade. On a je ne sais combien d'absents et de blessés. Parce que là, t'avais pas Enzola, t'avais pas Thomasson, t'avais pas Medina, t'avais pas Fulgini. C'est vraiment un truc pas mal décimé. Mais écoute, l'OM, avec ce choix fort de la part de Zerbi de mettre et Greenwood et Luis Enrique sur le banc, il s'en est expliqué, il n'a pas aimé leur investissement à l'entraînement, l'attitude générale des dernières semaines. Donc ça va être compliqué dans ce sens. Et même les entrées en jeu de Greenwood et à Luis Enrique, encore ça va, même si l'attitude, ça va. C'est moins pire que Greenwood, mais quand on voit l'attitude sur le but et la sortie de balle, et Luis Enrique, comment il est loin, on peut comprendre pourquoi De Zerbi n'a pas aimé ça. On peut comprendre aussi pourquoi De Zerbi a mis Greenwood sur le banc. L'entrée, elle est honteuse, elle est vraiment pas bonne de la part de Greenwood. À voir ce que ça va
donner face au PSG, la compo, parce que ça va m'intriguer de voir un petit peu les choix forts. Est-ce qu'il fait confiance à son attaquant phare? Est-ce que la période récente où il a vraiment ce coup de moins bien, il va le bench? Donc après, en vrai, la première mi-temps de l'OM, j'ai plutôt bien aimé certaines séquences. Je trouvais que c'était assez fluide. Et après, par contre, la deuxième, c'est vrai que c'était beaucoup moins prononcé. Derrière, Lens a su capitaliser sur un très très bon Mathieu Ryan avec ses arrêts déterminants qu'il faut. Djoumama aussi. Djoumama, 18 ans, vraiment pas mal. La première en Ligue 1 pour un joueur qui est balancé dans un contexte comme ça, première titu au Vélodrome. Tout n'a pas été parfait parce que il y a eu quelques frayeurs, mais je trouve que c'est quand même très encourageant pour la suite. Et par contre, Lens, j'ai beaucoup aimé cette sortie de balle. On a attendu la 90e minute pour voir du football, même s'il y a eu l'occasion d'Andy Diouf. Et honnêtement, la percée de Machado et le service pour Néanaoui dans la surface, tu as le temps, tu maîtrises pour enrouler cette frappe magnifique. Donc, très très bonne gestion des Lensois sur ce coup-là. Rongier aurait dû prendre rouge. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup... C'est dingue parce que chaque match, on va parler d'arbitrage. C'est le feuilleton désormais. Et oui, Rongier, la semelle. Et après, ça, j'ai vu pas mal de Marseillais sur Twitter qui le disaient, oui, on aurait dû prendre rouge on aurait dû prendre rouge tous les jours avec cette action. Donc il y a quand même une forme de lucidité là-dessus. Et ouais, l'OM, après la victoire contre Angers, je crois, j'avais dit que cet OM me plaisait beaucoup. Je croyais que c'était une équipe sereine, qui avançait bien, qui savait maîtriser ses adversaires, qui était un dauphin justifié. Et là, j'avoue que depuis pas mal de matchs, alors, il y a eu ce qui s'est passé à Auxerre avec tout l'imbroglio autour de l'arbitrage. Tu as eu le match de Nantes qui n'était pas forcément abouti, mais tu as quand même su l'emporter. Et tu as cette défaite-là. C'est vrai que les 3 derniers matchs, je vois un OM qui balbutie un petit peu, qui a du mal à proposer du football, on va dire, étincelant à chaque fois. Alors oui, c'est sûr que tu tombes sur des blocs bas, des équipes qui vont te proposer ça, mais tu sais que quand t'es l'OM et que t'as la possession, tu vas faire face à ce genre de défi. Donc, au bout d'un moment, quand t'as qu'un match par semaine, tu dois pouvoir proposer un plan B ou savoir trouver des solutions. Et c'est vrai que l'OM n'a pas réussi sur ce coup-là, quoi. Donc, une frustration, 80% de passes contre 70, c'était assez clair. Vu les investissements, le calendrier allégé, la saison n'est pas incroyable quand même. En fait, la saison de l'OM, quand tu prends en compte plein de choses, tu te dis qu'ils sont 2e de Ligue 1 après 25 journées. En vrai, c'était là où on les attendait. Moi, je me disais que sans Coupe d'Europe, un match à jouer par semaine, c'est là où tu devais être. Top 3. Ils y sont. Donc ça, c'est bien. Après, sur la finalité, ce que tu en attends un peu plus, tu peux rester sur ta faim. Moi, je l'ai dit, je trouvais que après la première défaite contre Auxerre et la grosse période, on va dire fin novembre, en décembre, avec les victoires contre Lens, contre Monaco, t'avais beaucoup de choses réjouissantes dans le jeu. Et au final, aujourd'hui, tu doutes un petit peu, quoi. Tu doutes un petit peu. Après, si tu prends dans l'autre sens, on rappelle que l'OM a changé encore une fois beaucoup d'effectifs, était 8e la saison dernière, on revient de loin, on espère que De Zerbi, qui est quand même un entraîneur courtisé par l'AC Milan, qui reste sur un cycle au moins de 2-3 ans, parce que on en a marre à Marseille de voir un entraîneur partir tous les ans, et quand je dis tous les ans, je suis encore gentil, parce qu'il y en a qui partent même tous les 3-4 mois, pour bâtir quelque chose, même si tout n'est pas parfait. Au final, l'objectif de cet OM, c'était d'aller en Ligue des Champions. Pour l'instant, ils y sont encore. Faut voir, comme d'hab, le petit calendrier, ce que ça donne. L'OM, donc, tu as le déplacement au parc. Là, par contre, tu peux te faire des frayeurs. Tu vas à Reims. C'est vrai que je l'ai envoyé à Marwan Belkacem sur Twitter. S'il y a bien un match que Reims peut remporter après 4 mois sans victoire, c'est celui-ci. Parce que l'OM aime bien donner des cadeaux comme ça. Toulouse, Monaco, Montpellier, Brest, Lille, Le Havre, Rennes. En vrai, ça va être cette période-là parce qu'elle va pas être évidente. Bon, t'as Montpellier, mais Monaco, Brest, Lille. Attention, là c'est peut-être un petit peu les matchs de vérité. T'y croyais au titre, Agien? Moi, j'ai jamais cru au titre pour l'OM. Moi, j'ai toujours dit l'OM top 3. Pour moi,
le PSG, même sans Mbappé au début de saison, et d'ailleurs je l'avais mis dans hors-jeu parmi mes favoris pour le titre, j'espérais, en fait j'espère toujours moi qu'il y ait une course au titre parce que ça permet aussi de nourrir le championnat. Je me disais que peut-être Monaco, peut-être l'OM, il y aurait du challenge à proposer au PSG, en sachant encore une fois, je le redis, mais il n'y a pas de honte à ne pas être champion dans un championnat où tu as le PSG. Par contre, avoir un tel écart, oui, tu peux toujours te poser des questions. Après, l'OM, c'est le seul club qui n'a joué qu'une compétition, c'est un énorme avantage. Je suis d'accord avec toi, ils ont su profiter de ça. Ils sont deuxième de Ligue 1, donc ça leur a évidemment souri. Par contre, si tu te projettes sur la saison prochaine, où tu te dis que cette équipe devra enchaîner et Ligue 1 et Coupe d'Europe, attention. Attention, parce que tu vois que physiquement, des fois, t'as pas trop de marge. Au niveau de la rotation, même si je trouve que t'as un banc qui est quand même sympa, enfin, après, faut le prendre en compte, mais là, sur le banc, t'avais quand même... ouais, bon, je suis peut-être un peu enflammé, mais oui, t'as quand même, tu vois, du banc à exploiter. Là, c'est parce que t'avais beaucoup de milieu de terrain, mais si l'an prochain, tu dis que Rongier sera plutôt dans la rotation, Nadir aussi, tu dis que t'as quand même quelque chose d'intéressant à exploiter, quoi. Sans jouer le titre, tu peux éviter d'être à plus 20 au classement. Pareil, tu joues que 2 fois. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je le redis, pas de honte à être deuxième d'un championnat où il y a le PSG, mais aussi loin, ça pose forcément des questions, quoi. Surcoté, pour moi, le truc d'un match par semaine, moi, je pense qu'au contraire, 2 matchs par semaine, ça donne du rythme, ça concerne tout le monde. Oui, ça peut le faire niveau intensité et tout. Après, je me dis que cet OM-là qui a beaucoup changé, qui a un nouveau coach, avoir une semaine, parce que tu sais que les équipes qui font de la Coupe d'Europe, les entraînements d'un point de vue tactique, ça existe quasiment pas. Parce que voilà, le premier jour, c'est du repos, l'autre, c'est histoire de se mettre en jambes, et le troisième jour, c'est le match. Donc, t'as très très peu de temps pour préparer ça. Je me dis que l'OM, t'as quand même ce luxe d'avoir du temps pour faire des choses, et tu peux voir sur les vidéos d'entraînement qui nous parviennent que des Deserbi essaye de mettre en place certaines choses, d'expliquer des consignes. Je pense que c'est quand même un atout. Après, là, est-ce qu'à la fin de saison, on verra s'ils en ont pleinement profité, à voir. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, je suis hyper curieux de voir comment l'OM, avec un nouveau mercato, un mercato Ligue des Champions, on parle encore, enfin, on a parlé de Pogba, là, on parle de l'arrivée, pourquoi pas, d'Aymeric Laporte. Quels joueurs ils vont un petit peu cibler en sens. Mais ouais, c'est le genre de match qui va te laisser sur ta faim. Ça, je n'en doute pas. Et bah écoutez, Lens qui va affronter Rennes la semaine prochaine, ça permet de se replacer un tout petit peu dans la course à l'Europe, même si Strasbourg a un rythme assez effrayant. Ça va être un petit peu la clé là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs au mercato hivernal. On le redit, moi j'étais vraiment... Enfin, les 4 derniers matchs, je les trouvais effrayants en termes de contenu et même défensivement. Donc ça va être intéressant. Il y a un monde où l'OM ne fait pas top 3, ils vont jouer Paris à Sun Pro. Alors, Nice joue au Cerf et Paris joue l'OM, donc on peut imaginer que Nice passe devant l'OM. Après, mais c'est vrai que si Monaco bat Angers, Lille bat Nantes, c'est vrai que tu peux avoir un resserrement au classement assez fou, quoi. Le bon exemple, c'est Monaco. Sans Coupe d'Europe, ça finit top 3. Avec ça choque souvent, et cette saison, ça pourrait encore l'être. Ouais, Monaco, ils ont pas, je le redis, hein, le milieu de terrain, ils n'ont pas assez eu de profondeur de banc, et j'ai peur qu'ils le regrettent parce que je trouve que c'est quand même, il y a beaucoup de très bons joueurs à Monaco, mais justement, on va aller là-dessus avec ce match-là. Que dire de Monaco? Quand c'est pas un cadeau de Mawissa, quand c'est pas un cadeau de Caio Henrique, de Kehrer, de Singo, de Salissou, c'est Maeki, le gardien qui offre cette possibilité de but à Franck Magri, qui joue très très bien le coup. Un bon match de la part de l'attaquant. C'est vrai que Magri, lui, pour le coup, c'est un petit coup de cœur parce que Magri, il a passé beaucoup de temps à broyer du noir, à être vraiment un attaquant qui ne marque pas, avec une première partie de saison, on peut le dire, hein, effrayante, avec vraiment très très peu de réussite
sur ses tentatives. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il est sur 3 buts de suite. Je pense que lui, s'il y a bien un mec qui s'est relancé. Moi, j'avais bien aimé sa première saison en Ligue 1. Tac, tac. Ouais, là, tu vois, là, c'est le mec. Putain, en plus, il était souvent remplaçant. Finalement, c'est là. Il a fallu attendre la 23e journée. Et on a senti que ce but contre le Havre, c'était une vraie délivrance. Donc, on est sur un mec qui revient de loin. Et ouais, comme tu le dis, Mayeki, il va peut-être encore un petit peu glisser. C'était pas fou, la dynamique. Je trouvais vraiment que les deux équipes se jouaient. Voir que Toulouse était un peu plus dominant sur le terrain seconde période. Oui, c'était pas un grand match de Ligue 1. Petit match du vendredi pour lancer ça. Avec tout de même la confirmation. C'est vrai que Mayeki, on a aussi Philippe Cohn. Je crois que c'est Walid Acharchour qui avait évoqué ça, mais c'est vrai que depuis combien de temps Monaco n'a pas eu un très très grand gardien? Parce que on a eu Subasic sur la période du titre. Subasic était un bon gardien, mais c'était pas non plus. Enfin, je veux pas manquer de respect à Subasic, mais enfin voilà, Subasic et Roma, c'est les deux que j'ai en tête. Ruffier quand même. Ruffier, c'était costaud. Mais c'est ça, même Subasic à l'époque, c'était pas énorme. C'était pas non plus, tu vois, tout le temps top 3. Enfin, il a eu des très très bonnes périodes. Peut-être qu'il y a certains monégasques qui pourront me contredire, mais j'ai l'impression que de temps en temps, lui aussi, il avait ses trous d'air. Et après, t'as eu Lecomte, t'as eu... Putain, attends, t'en as eu pas mal, non? T'as eu Noubel. Comment j'ai pu oublier Noubel, le petit prince, qui lui aussi a eu ses mauvais travers. Vito Manon, qui était plutôt remplaçant. Ouais, là c'était compliqué dans ce sens. Ruffier, c'était pas dans une bonne période. C'est vrai que Ruffier, c'était plus l'aspect Saint-Etienne, où il a été très performant, mais c'était quand même, je trouvais, un gardien qui sortait de temps en temps des matchs solides. Ouais, Porato, ça c'est vraiment les rêves d'anciens. Mais tu te dis que Monaco, s'ils avaient un Lucas Chevalier, s'ils avaient même un Brice Samba, s'ils avaient un Geronimo Rulli, un Marco Bizotte, par exemple, la donne était quand même un peu... Peut-être que la donne aurait changé sur certaines saisons. Subasic était le gardien de la Croatie quand même. C'est la fin qui a été plus compliquée. Non, mais c'est vrai que c'est le gardien fidèle de la Croatie. Ah non, en fait c'est ça. Subasic, il a été bon, mais pas excellent. Il a été même très bon par moment, mais c'était un gardien qui avait aussi ses failles, son irrégularité. Un Lucas Perry, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est ça. Monaco n'a pas eu de gardien top 5 de Ligue 1 depuis Subasic, qui, lors de la saison du titre, a eu ce rôle-là. Ouais, Loïc Badiachil, Paul Dardy. C'est vrai qu'ils ont eu un nombre de gardiens assez conséquent. Et c'est fou quand même pour une équipe. Mais j'ai rien contre Mayeki ou Philippe Cohn, qui de temps en temps, Mayeki l'an dernier, quand il a pris la place de Cohn, il a sorti quelques bons matchs. Mais une équipe comme Monaco, qui joue souvent le top 3, le top 4, qui est souvent en Coupe d'Europe, de pas avoir un dernier rempart qui fait partie de l'élite du championnat, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pénalisant. Donc peut-être une des priorités du prochain mercato, c'est aller mettre un gros chécos sur un gardien référent, sur un vrai gros nom, quoi. Donc à voir. Il y a un gardien à aller chercher à Reims pour l'an prochain. C'est vrai que Yvan Diouf, c'est peut-être une des pistes intéressantes pour Monaco, parce que Yvan Diouf, on le voit, qui est au bout de sa vie, à l'image de l'altercation avec Atangana, mais ouais, ça peut être un petit peu la clé là-dessus. Et ce bon Mika Biret, qui est encore passeur décisif pour Minamino, quand il ne le marque pas, il est aussi utile. Mika Biret, qui malheureusement n'a pas eu le trophée du joueur du mois en février, qui n'a même pas été parmi les 3 nommés. C'est l'ami Amin Gouiri qui l'a remporté. Mais c'est confirmation que Biret, j'ai vraiment envie de le voir sur une saison complète à Monaco. Je pense que l'an prochain, ça va être intéressant. De toute façon, si on commence à parler de mercato, de ce que j'ai compris, Akiush va être vendu parce que ça va remarchandre, elle est au top du top, donc ça va être le gros transfert. Keo Henrique et Vanderson étaient déjà sur le marché cet hiver, donc ça va aussi partir. Tu auras besoin d'aller chercher de nouveaux latéraux. Le gardien, c'est vrai que Monaco, ça va pas le bouger, à voir ce que ça va un petit peu donner, quoi. Petrovic de Strasbourg, c'est super costaud. En fait, la Ligue 1, c'est un championnat où tu as toujours eu de très très bons gardiens. C'est, je trouve, une des clés. Enfin,
enfin pas une des clés, mais c'est une des marques de fabrique, c'est d'avoir toujours des gardiens au top. T'as toujours 5 gardiens par saison. De temps en temps, t'avais du Mike Maignan, t'avais du Rajkovic à Reims justement qui était vraiment solide. T'as une période où Alban Lafont était très très bon aussi. Il y a des bons gardiens à peu près partout sauf à Monaco. C'est ça qui est dur pour eux. Ça, je l'entends bien. Et côté Toulouse, bah, c'est vrai que là, ils ont 34, ils sont à 6 points de la 7ème place de Strasbourg. Il y a encore un Toulouse-Strasbourg à jouer. Toulouse, ça dit quoi pour le calendrier s'ils veulent être européens? Tu vas à Strasbourg, justement. Ça va être très intéressant, ce petit match 17h15 pour l'Europe. Tu reçois Brest. Le calendrier est un peu compliqué quand même pour Toulouse. Hein. Ça va être chaud. Ça va être chaud dans ce sens. Ouais, je peux comprendre Colomès, ton enthousiasme, mais Toulouse, ils auront fait leur saison, mais ça va être difficile d'aller chercher. Je trouve le calendrier est vraiment pas évident. Après, ouais, ils sont capables d'aller prendre des points, bien sûr, un peu partout. C'est l'équipe qui voyage bien, c'est l'équipe qui, à la maison, c'est aussi être performant, même si tu as eu quelques coups de moins bien ces derniers temps au stadium. À voir ce que ça peut un petit peu donner, quoi. Lille, depuis la remontée, il n'y a que des très bons gardiens, sauf l'année après le dernier titre. Oui, c'est vrai que le dénommé Ivo Grbić n'a pas été des plus rassurants. Ça, c'est clair. On va perdre au Vélodrome, mais ensuite, on peut battre tout le monde. Au Vélodrome, tu peux aussi l'emporter. Hein. Ce Marseille-là n'est pas impérial. Ce Marseille-là a de quoi faire peur. Mais je trouve que si Toulouse, avec la configuration actuelle, où ça joue plutôt bien, où tu as des joueurs en forme, comme, voilà, j'aime beaucoup la saison de Suazo à gauche, très très bon pied gauche, Cresswell derrière, dans son style qui est très bon, Jedi Canvo, belle révélation, pareil, Edjouba, on va avoir encore plus de temps de jeu, ça va être bien, et sans, tu vois, t'arrives à prendre des points sans Aboural, Gbo, qui est sur le banc, et King, qui était, tu vois, les 3 hommes un peu de la première partie de saison, c'est quand même hyper intéressant pour la suite, quoi. Donc même Sidibé, tu vois, le retour du mec que tout le monde avait oublié, le champion du monde 2018, il a été aussi constructif. Allez, on a encore quelques matchs à voir, les amis. On a notamment ce Lille-Montpellier. Bon, c'était pas pareil, hein. Malheureusement, c'est un peu la phrase qui revient. C'était pas le match du siècle. Celui-ci, c'était vraiment pas le match de la saison du mois de mars et même de la journée. Mais voilà, Lille, entre 2 matchs de LDC, qui fait le job, avec quand même un effectif un tout petit peu remanié, avec notamment du Camela titulaire, du Angel Gomez titulaire, Bakker aligné, mais on sentait le besoin de la part de Genesio de mettre en avant certains joueurs pour voilà, parce que Lille joue aussi gros, hein. Lille joue sa place en LDC la saison prochaine. Lille est revenu à la hauteur de Monaco, donc le suspense ça va vraiment être total pour cette 4e place. C'était André, pas Angel Gomez. Pardon, j'ai confondu, mon bel ami. C'est vrai que j'ai tendance à oublier, voilà, Angel Gomez qui est resté sur le banc. Désolé pour la petite confusion, ami lillois. Quand Montpellier vient comme ça, même si t'as un Chevalier qui est vigilant sur les quelques occasions de Tanguy Koulibaly, c'est dur. Mais oui, tu l'as dit, quelqu'un l'a dit, bon, encore une fois, un match, on va parler d'arbitrage, c'est ça, mais oui, le tacle sur Fernandez Pardo, oui, ça mérite rouge tous les jours, hein. Tacle mal maîtrisé, le pied haut, c'est difficile. C'est difficile de comprendre pourquoi il s'en sort aussi bien, et c'est le genre de geste qu'on aime pas du tout voir. Et voilà, Lille qui s'en sort sans être brillant. Tu sens que, voilà, c'est un peu comme le match de Paris dans un autre sens, et tu sens que beaucoup de joueurs ont la tête à LDC, mais il faut être capable de remporter ce type de match. Les matchs à leur portée, même, vous avez pu le voir, hein, que Liverpool contre Southampton, ça n'a pas été évident. Liverpool a été mené au score, donc dans ce sens, j'ai envie de dire bien joué à Lille de faire le job en championnat. Et puis bah, ce match de Dortmund, comment le voir? J'ai envie d'y croire, bien sûr, je pense qu'ils sont tout à fait capables de le faire. J'ai pas envie non plus de rendre Dortmund trop facile, parce que c'est une équipe dont je me méfie toujours, même s'ils ont perdu en championnat ce week-end. C'est vraiment une saison à oublier, hein. Une saison bien horrible. Défaite à la maison contre Augsbourg, niveau compo. Ouais, t'avais Oscan qui était là, t'avais Yann Couteau, ouais, t'avais pas non plus, tu vois, 500 000
joueurs dans la rotation. Dortmund est bien en dessous de Lille, je suis d'accord, mais je sais pas, Dortmund, j'ai toujours envie de... C'est le genre de truc imprévisible, quoi. Ils sont capables d'être les pires cancres, comme sur le jour J, de sortir le match qu'il faut. Et j'espère pour Lille que le jour J, ce sera pas mercredi soir. Après, j'ai confiance en Lille, encore une fois, parce qu'à chaque fois qu'on se disait que c'était un gros défi, t'as eu la capacité de battre le Real, d'aller gagner Atlético, de maîtriser la Juve, de battre Feyenoord 6-1, d'accéder au top 8, de faire ce très bon match à l'aller, un petit peu dans l'expérience, dans la gestion. Là, il n'y a plus qu'à terminer le travail. T'auras un stade Pierre-Mauroy qui sera normalement guichet fermé, incandescent, ça va être une superbe fête. J'espère que Lille va faire le job. Depuis Aston Villa, je m'avance plus, j'y croyais tellement. Ben voilà, c'est ça, c'est ce genre de match. On rappelle Lille qui avait fait un quart de finale de Conference League contre Aston Villa avec une performance au retour où ça s'était joué au tir au but et beaucoup de frustration parce qu'on sentait que c'était la capacité, le moment pour Lille d'accéder à sa première demi-finale de l'histoire de son Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est un match à 18h45, mais je pense que l'horaire n'aura pas un impact considérable. Je pense que ça va quand même aider, enfin pas aider, mais les joueurs n'en tiendront pas compte. Et ouais, j'ai envie d'y croire. Mais voilà, tu sais jamais, un Guirassy, un Adeyemi, un Baido Gittens, tu t'en méfies toujours. Mais je pense que les joueurs de Lille et Genesio ont acquis une certaine expérience gestion. On rappelle, ils ont quand même passé aussi 2 tours de barrage de LDC. Le Slavia Prague, le Fenerbahçe. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont réussi ça, parce que c'est des matchs couperés à enjeu. C'est pour ça, en fait, à chaque fois, on se dit, il y a quand même moyen que ce soit difficile. Et je sais pas, j'ai plutôt confiance dans leur bonne gestion, surtout des émotions. Et puis tu sais que là, tu peux t'ouvrir les portes d'un quart de finale face normalement au Barça. Donc ça peut être assez fou, quoi. Tiens, coucou Claude Maurice, Alexis Claude Maurice, ancien de Ligue 1. Comme d'hab, les anciens de Ligue 1 qui brillent en Bundesliga. Claude Maurice, je crois qu'il a marqué 10 buts cette saison dans ce championnat. Fais voir Dortmund, le classement. Dortmund est 10e de Bundes. Après, là, ils sont à 7 points, ça va être chaud quand même. J'allais dire, la LDC n'est pas inaccessible, mais ça la fout mal. Ouais, on est dans un week-end de Bundes où t'as Dortmund, Francfort, Leverkusen et le Bayern qui ont perdu. Ça arrive pas tous les jours. Et Mayence, par contre, personne n'en parle, mais Mayence, c'est quand même 3e de Bundes. Alors là, c'est vrai que ça fait partie des très grosses surprises de cette saison. Où t'as Anthony Cassi, l'ancien de comment ça s'appelle, de Strasbourg. T'as Amiri, l'ancien de Leverkusen. T'as pas beaucoup de joueurs, tu vois, qu'on connaît. Mouenet, qui était le joueur qui avait affronté les Bleus avec l'Autriche. Mais respect à Mayence, parce que ils avancent quand même, on va pas dire masqué, mais personne ne s'attendait à eux. Et voir Mayence en Ligue des Champions, une équipe qui avait des fois, qui luttait pour la zone rouge. Ah bah tiens, je vois qu'il y a un Mayence Dortmund qui a... Mayence Dortmund, ça, il avait battu 3 à l'aller. Et Dortmund Mayence, bon là, il va encore avoir du mal. Mais ouais, grande méfiance. Et on va voir ce que ça va donner. Côté Montpellier, je pense que vous avez tous compris que la messe était un petit peu dite, que ça va être mission impossible pour le duo Gasset-Printemps. J'ai écouté un petit peu ce que disait Gasset après ce match, parce que tu as 15 points au bout de 25 journées. Comment est-ce que tu peux encore y croire? C'est vrai que si d'un point de vue mathématique, ils sont qu'à 6 points du place de barragiste, en sachant que Montpellier va encore affronter Saint-Étienne et va affronter Le Havre. Montpellier et Reims. Tu vois, t'as 3 matchs à la maison pour... pourquoi pas? Mais en vrai, au niveau de l'attitude et tout, et puis je n'oublie pas le screen que Mika Montpellier a mis sur Twitter avec le trio Savanier, Lecomte, Delors. Delors, 100% de défaite cette saison en Ligue 1. Lecomte, 0 clean sheet en Ligue 1, pire bilan. Et Savanier, plus de 240 ballons perdus, pire bilan de Ligue 1. Là, c'est quand tous les indicateurs sont comme ça, on sait que les stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais là, je pense qu'on peut quand même les traduire par ça pue et ça sent extrêmement, extrêmement bien la Ligue 2, quoi. Donc, force aux supporters montpelliérains. C'est très compliqué la situation à ce niveau-là, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir, les amis, comme petit match de Ligue 1? On avance bien, on a fait pas mal de hauts de classement. C'est vrai qu'on peut parler de ce Nantes-Strasbourg. Strasbourg qui va encore le faire, Strasbourg qui le fait en fin de match, avec
le Maréchal qui marque sur une passe décisive de Bakwa, 8e passe décisive, je l'ai dit, je suis très content pour Bakwa, même si je sais que quelqu'un m'a cité en disant Bakwa qui perd beaucoup de ballons et tout, c'est le jeu de Bakwa d'être un ailier qui percute beaucoup, de pas être forcément l'ailier qui travaille le plus, qui est le plus prudent, c'est son style, c'est son profil, donc bien sûr il y a du déchet, mais voilà, au final ça t'apporte et je crois qu'il a bien progressé depuis le début de saison. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai échangé avec des Strasbourgeois sur les Bordelais qui sont arrivés, le fameux Racing Club des Girondins d'Alsace. Entre Bakwa, Mara et Mwanga était peut-être celui qui était le plus prêt pour, on va dire, l'élite, parce que c'était un joueur qui a été capable d'être bon en défense centrale, bon au milieu de terrain et qui pour moi avait tous les codes. Malheureusement, ça l'a pas trop fait à Strasbourg. À voir si le prêt au Havre va le relancer, même si le pauvre il a pris un carton rouge, donc il a raté quelques matchs. Après, Savanier est dans le top joueur qui crée des occasions aussi, histoire de faire l'avocat du diable. C'est vrai qu'on peut le souligner. Et c'est vrai que sans Savanier, je pense que la saison de Montpellier, il n'y aurait pas 15 points, il y aurait peut-être un point de moins aussi. Donc tu as bien raison de le défendre un petit peu. Je disais, ouais, Bakwa, c'est un joueur qui était encore un produit, un joueur qui n'avait qu'une saison de Ligue 2, qu'une saison pro dans les jambes et qui devait être étoffé. La première, on a vu qu'il a commencé remplaçant, il a été titulaire, il a apporté, on sentait que c'était pas fini. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de consistance dans ces matchs et puis s'installer en tant que titulaire dans une équipe qui joue le top... Le top 7 de Ligue 1, voire le top 6, c'est tout à fait encourageant. Puis si on va un peu plus loin, Mara malheureusement, il est parti trop tôt des Girondins. Enfin, il n'est pas parti trop tôt, mais il est parti trop tôt du championnat de France. Il n'avait pas fait une saison complète. Direct, il va à Southampton en PL. C'est dur la PL, hein, quand t'as pas un énorme bagage, une grosse expérience. Ça peut être casse-gueule. Je pense qu'il avait besoin de cette petite étape de transition, comme Reims. Reims, avant que ça se casse la figure, est un club qui travaillait bien. Lens, ça l'a pas fait. Donc voilà, mais ça reste des jeunes joueurs, hein, et c'est pas tout à fait fini pour eux. Et Strasbourg qui va aller chercher sa victoire, qui confirme qu'en ce moment, ils sont un peu irrésistible, quoi. Strasbourg en 2025, c'est sans doute, avec le PSG et Nice, l'une des toutes meilleures équipes du championnat. Et là, tu te dis qu'ils ont 40 points. Et je me répète, hein, mais ce Strasbourg-là n'a que 4 points de moins que Monaco, que Lille, quoi. Il peut jouer la LDC, pourquoi pas. Ce sera assez fou. Alors, vous savez qu'il va peut-être se poser quelques soucis au niveau de la fameuse multipropriété avec Chelsea. Est-ce que deux équipes du même groupe peuvent jouer en LDC au même moment ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà eu des cas similaires. Leipzig et Salzbourg, il y a eu des accords assez vite pour séparer les deux entités, avec le fameux Rasenball Sport Leipzig et le Red Bull Salzbourg. Gérone et Manchester City ont joué cette saison LDC et il n'y a pas eu de soucis. On a eu aussi Milan et Toulouse l'an dernier en Europa League. Donc, il y a toujours moyen de trouver des petites ficelles dans ce merveilleux monde de la multi-propriété. Strasbourg, on est sur 27 points sur 36 possibles. Je crois qu'il y a une autre équipe qui a ce bilan-là, c'est la Roma. Et comme c'est une de mes équipes de cœur, c'est un bel hommage à ce niveau-là. Nice, Manchester United, nous cite Veitor. On trouvera toujours des exemples à droite, à gauche, donc tu fais bien de le souligner. Peut-être l'an prochain qu'on aura Nottingham Forest et Olympiakos. Donc sincèrement, on a de quoi espérer pour Strasbourg. Au-delà de cet aspect multipropriété, ce 11, il est extrêmement encourageant, intéressant, avec pas mal de permutations, parce que tu te demandes comment ça a donné Barco en 6. Il y a une vraie alternance avec, il a pu évoluer un peu plus haut côté gauche, il a été au cœur du jeu, ça a été plutôt intéressant, c'est un super joueur Barco, et c'est pas mal de la part de Rossignol justement de lui donner les clés pour voir comment est-ce qu'il peut évoluer. J'essaie de trouver son positionnement exact sur ce match, parce que normalement, avec SofaScore, on a une petite heatmap qui nous permet de voir un petit peu ce que donne Barco sur le match récent. Tu vois, il a eu un rôle où il était côté gauche, mais il était aussi au cœur du jeu, donc vraiment intéressant de la part de Rossignol. Puis en plus, il a joué 90 minutes. Donc Barco, très très belle pioche aussi, hein. Sincèrement, c'est propre. Alors je vois un commentaire intéressant de Data Match qui dit « Ça se sentait venir
à des kilomètres le Strasbourg en Conference League, qui va tirer une Bournemouth en barrage après que Chelsea ait piqué la moitié du 11 pour envoyer dans leur équipe réserve. Sur Strasbourg, moi j'avoue, j'ai eu quelques doutes justement sur la période à l'automne où ils ont commencé à avoir une mauvaise série. Est-ce que Rosseigneur va dans le bon chemin? Après, c'était une équipe qui proposait toujours quelque chose, mais qui n'avait pas forcément de plan B. Et je trouve qu'il y a eu quelques adaptations tactiques, un petit peu de nouveautés dans les choix de joueurs, comme voilà l'apparition de Le Maréchal dans le 11, et des joueurs qui finalement sont des jeunes joueurs, parce que Strasbourg a le 11 le plus jeune de Ligue 1, et sans doute aussi l'un des plus jeunes d'Europe. Et tu vois la différence entre un Petrovic à l'automne et maintenant, c'est devenu un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Tu vois un Diego Moreira qui a pris encore plus de confiance dans son nouveau rôle. Tu vois Emega qui a marqué, qui a eu ce retour de blessure. Et d'ailleurs, sur la période où Strasbourg a eu un coup de moins bien, c'est parce que aussi Emega n'était pas là. Et ça, bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Tu peux voir que ça fait quelques petites différences, quoi. 11 buts pour Emega en 20 matchs. Et ouais, c'est vrai que regarde, la période où il est pas là, ça fait défaite Saint-Étienne, défaite Monaco, défaite Nice, défaite Brest. Donc ça peut aussi expliquer cela. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu, il y a une défaite contre Rennes là-bas. Sinon, c'est vrai que t'as que du vert, t'as que du positif, quoi. Strasbourg peut se retrouver en Coupe d'Europe, même si Chelsea y est. C'est ce qu'on a expliqué, c'est que t'as toujours eu des petites ristournes pour permettre à ces deux équipes de se retrouver en même moment. Donc très très belle performance. Après côté Nantes, après c'est vrai que 9 tirs encadrés, ça a bien travaillé, mais pas eu forcément beaucoup d'opportunités. Et Nantes, encore une fois, t'as des joueurs intéressants. J'aime bien, par exemple, Louis Leroux, l'évolution qu'il a, sa 3e titularisation de suite. Mais Nantes, ça commence quand même pas mal à caler, quoi. Heureusement que t'as des équipes qui derrière n'avancent pas. Ouais, tu restes sur 4 défaites. Le week-end prochain, tu vas affronter Lille. T'as de la chance que Reims, tout ça, soit assez bas, sans parler des trois cancres derrière. Mais attention, le match contre Le Havre, t'as des déplacements. Ouais, tu vas affronter le PSG, tu vas à Nice, tu vas à Rennes. T'as quand même un calendrier qui est pas évident, quoi. Qui tu vois être relégué? Salut la Vigie, j'espère que tu vas bien. Bon, je pense dans tous les cas, je vois nos amis de Montpellier. Tu sais quoi? Après là, je vais pas dire que c'est la culture de l'instant, parce que la culture de l'instant, ça fait 4 mois que Reims ça va pas. Mais même si Saint-Étienne est imparfait, il tente plus de choses que Reims. Il n'y a plus que 2 points d'avance. En vrai, moi, à cet instant précis, je vois peut-être Saint-Étienne barragiste, Le Havre s'en sortir. Et moi, je vois bien Reims 17e. J'avoue que moi, je suis très perplexe sur l'évolution de Reims, quoi. Je trouve que j'ai dit que tous les feux étaient au vert tout à l'heure. Là, pour moi, c'est le périph'. Un lundi à 17h10, tu sais que tu vas pas faire du 50 km/h, quoi. Donc, il y a un Reims-Saint-Étienne en avant-dernière journée, c'est vrai. Donc, non, tu vois, ils ont la chance d'avoir des équipes, et c'est ce qui leur a sauvé de temps en temps, parce que ils ont des gros talents individuels. Quand tu vois Simon et Ablin, c'est des joueurs plus pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Et là, ils ont pu prendre les points nécessaires contre Lens, tu vois, faire le nul contre Lyon, contre Monaco, contre Lille. À Paris, la victoire contre Rennes, mais sinon, tu vois, ça part non plus à un rythme assez fou, quoi. Donc attention à ce FC Nantes qui prend plus beaucoup de points. Et oui, le changement de gardien, à la limite, tu sais quoi, parmi tout ce que j'ai vu au niveau des gardiens, je préfère presque le bon vieux Patrick Carlgren qui avait fait ses matchs que Lafont, on sentait que c'était la fin d'un cycle. Lopez, t'essaies de prendre un élément d'expérience, mais t'as pas que du positif. En vrai, parmi tous les gardiens que j'ai vus cette saison à Nantes, c'est presque Carlgren qui m'a le plus rassuré. On a parlé de pas mal de petits matchs, notamment la lutte pour le bas du classement. Je crois qu'on a des choses à dire justement sur ce Reims-Auxerre et ce Le Havre-Saint-Étienne. Le Havre-Saint-Étienne, le match de la peur, l'odeur du sang, le moment un peu fatidique pour ce Saint-Étienne-là d'Orneland qui est arrivé cet hiver, qui a proposé des choses intéressantes dans le jeu, mais qui a du mal à concrétiser d'un point de vue comptable. Que dire de plus ?
Bah, c'est un petit peu de malchance, hein. Encore une fois, le but hors jeu de Cardona à 2-0 à cet instant précis, mais on sait que Saint-Étienne peut s'effondrer, ça peut le faire. Mais Stassin, très bien. Stassin, très bien cette saison. Stassin, en vrai, dans une équipe malade, dans une équipe où il n'y avait pas beaucoup de ballons exploités, il va quand même faire sa bonne petite saison. Pour une première en Ligue 1, c'est plus qu'encourageant. Et si Saint-Étienne, je ne le souhaite pas, hein, est relégué, je suis une équipe voilà, qui joue peut-être l'Europa League, qui joue autre chose. Alors évidemment, tu auras un prix à mettre, mais en vrai, Stassin, je vais le chercher parce que tu as vraiment beaucoup de choses à exploiter avec lui. Il est toujours bien placé. Il sait aussi jouer en collectif. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué à Saint-Étienne ? Bah, je l'ai dit, quoi. 58 buts encaissés. Le penalty avec voilà, la protection de la main. Mais bon, à ce moment-là, c'est quand même assez terrible. 14 penalties concédés, c'est fou. Et sur ces 14 penalties, t'en arrêtes qu'un. Comme d'habitude, l'enseignement avec Saint-Étienne, c'est le même. T'as des choses qui sont positives, tu dis ok, pourquoi pas, mais dans l'autre, t'as tellement de joueurs qui te condamnent. C'est vrai que Bernauer a fait une première à l'extérieur qui était vraiment pas mal du tout. Bouchoirie qui fait son match, mais Bouchoirie, il peut pas être tout le temps performant à un niveau XXL. Stassin, il est bien. C'est dur. L'Arseneur, malgré les 58 buts encaissés, fait une bonne saison d'un point de vue neutre, je trouve. En vrai, je pense que l'Arseneur, s'il avait une défense un peu plus apte, ça aurait peut-être pu le faire, ouais. Genre rien que la défense d'Angers, qui, je sais pas, combien de buts ils ont pris Angers cette saison. J'ai pris un exemple comme ça. Bah tu vois, ils ont pris 40 buts. Là, t'en as 57. Désolé, j'ai dit 58 buts tout à l'heure, c'est que 57 entre guillemets. C'est quand même un peu moindre, tu vois, mais rien que la défense d'Angers, oui, ça aurait été, ça aurait pu un peu l'aider, quoi. Fofana, super gardien. C'est vrai que Fofana, dans l'autre sens, est encore un gardien meilleur que ceux de Monaco. Je suis désolé pour la balle perdue, mais il faut le dire. Et voilà, ce Havre-là, qui, on se disait, après la victoire à Lens, allait être, qui a quand même tenté des choses, qui a été intéressant par certaines séquences, avec Casimir, avec Soumaré, Keshta, penalty transformé par Abdoulaye Touré, n'a pas su profiter, peut-être d'un Saint-Étienne déstabilisé après sa bonne entame, quoi. On y va, Pipi, on te rejoint à N12. En vrai, je trouve que vraiment, les dirigeants de Saint-Étienne, ils se sont tirés une balle dans le pied parce que pour moi, même sans faire un mercato XXL, t'avais quand même de quoi te sauver cette saison. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'équipes malades et qu'il fallait peut-être aller prendre deux latéraux de niveau Ligue 1, un peu plus un joueur supplémentaire tête au milieu de terrain, un renfort en attaque avant cette saison et le recrutement de Cardona. Ouais, en fait, leur mercato hivernal, tu te dis, bon, tu vas prendre Cardona et Bernauer, c'est bien, mais ne pas te renforcer au niveau des latéraux, c'est ton gros point faible depuis un moment, c'est fou, quoi. C'est fou. Cet hiver, il fallait investir un peu et filer les joueurs qui rendent la philosophie du coach. Ils l'ont pas fait. Et je pense qu'ils vont le regretter. Je pense sincèrement que Saint-Étienne avait de quoi se maintenir sans parler des failles. Enfin, évidemment, ça a un lien. Hein. Mais voilà, quand tu prends autant de buts, quand t'es pas capable de maintenir une cohérence défensive, c'est très compliqué. Là, à ce niveau-là, c'est chaud. Et moi, j'avais vu Saint-Étienne en Ligue 2 parce que voilà, les Girondins évoluaient dans ce beau championnat. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ouais, au niveau des équipes qui arrivent en Ligue 1, je suis d'accord avec toi. Je pense que voir un Paris FC, voir un Lorient, peut-être Dunkerque. En vrai, si je devais dire trois équipes, après, désolé pour les supporters de Metz, j'ai rien contre vous, mais c'est vrai que si je devais voir trois équipes débarquer en Ligue 1, Dunkerque, Lorient et Paris FC, je suis preneur. Pour différentes raisons, différents projets. Mais je pense que ça peut faire... Surtout le Paris FC. J'avoue que Paris FC... Bon, Dunkerque aussi, parce qu'évidemment, ils reviennent de très très loin. C'est un projet qui s'est monté avec une épopée fabuleuse en Coupe de France et un rythme qui est très costaud en Ligue 2. Mais Paris FC, avec les moyens financiers de LVMH et l'aspect Red Bull, voir ce qu'ils vont recruter en arrivant en Ligue 1, s'ils vont se contenter d'être... je vais pas dire modeste, mais voilà, est-ce qu'ils vont capitaliser sur l'effectif ? Je pense que oui. Tu vas quand même monter avec Crasso, avec Maxime Lopez, Kebal, mais quel joueur tu vas recruter ? Ça, je suis hyper curieux.
Ouais, et grosse victoire du Paris FC contre Lorient. J'attends le choc annuel. Bah, c'est pour ça, je pense que le Paris FC a tout intérêt à monter direct pour éviter quelques mauvaises séquences, quelques traumatismes passés. Donc on va voir ce que ça va un petit peu donner. Saint-Étienne, ça fait quoi du coup pour la fin du championnat? Est-ce qu'ils sont vraiment à sauce ou pas? Donc ce match de la peur contre Montpellier, tu vas aussi à Reims, bah, tu reçois le PSG, tu vas à Lens, tu reçois Brest, tu reçois l'OL. Ça va quand même être compliqué pour Saint-Étienne. Hein. Les potes, je pense que c'est ça, t'as quelques matchs où tu peux faire le job, Toulouse à la fin, Montpellier, Reims, et t'as vraiment pas beaucoup de marge. C'est-à-dire que tu pourrais te maintenir avec 24 points, enfin, combien de points exactement tu pourrais te maintenir? Peut-être pas 24, ouais, là j'ai dit ça. Tu pourrais te maintenir avec 29, peut-être un peu moins. Ça va être tendu, hein, cette histoire. Ça va être très très tendu. Je sais pas s'ils vont pouvoir le faire. Par contre, s'il y en a un où ça va être extrêmement compliqué, c'est Reims, les amis. Reims, ça ne va plus du tout. Reims qui s'enfonce depuis un bon bout de temps dans la crise. Je pense que là, le calendrier, il va être absolument effrayant quand on va voir la série. C'est là que tu vois que c'est fou. Après la 7e journée, t'étais quand même, tu vois, 4e de Ligue 1 et tu pouvais peut-être être à la place de certaines équipes évidemment, voilà. Reims, pour moi, aurait pu se retrouver dans la position de Strasbourg, de Brest, de Lens, de Toulouse, lutter pour cette Conference League. Mais déjà que la chute était assez prononcée, et la dernière victoire, du coup, c'était la 11e journée. 11e journée. Vous en rendez compte, les gars? 11e journée, dernière victoire. Et depuis, c'est vraiment une chute infinie. Et là, t'as plus grand-chose pour te sauver, quoi. Là c'est assez effrayant, quoi. Heureusement que tu as la Coupe de France au milieu pour un peu respirer. Et c'est vrai que tu as un match contre Cannes, même si Cannes, on l'a vu, était une équipe qui a été capable de battre du Lorient, qui avait été en mesure de s'offrir un très beau parcours, battre Guingamp aussi. Donc attention, je pense que c'est pas du tout fait pour Reims. Tu as la possibilité d'aller en finale. Pour Reims, c'est quand même magnifique d'aller au Stade de France. Mais vu l'attitude générale de l'équipe, t'es pas serein, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dingue, quoi. Même là, dernier point pris, c'est au Parc. Sinon, t'es sur 6 défaites de suite. C'est de la folie. Alors après, tant mieux pour Reims. Tant mieux pour Reims. Ils savent comment faire des tutos, poser des réserves sur Thiago Almada. Ça, c'est voilà un sacré jambière. Mais sur la finalité, peut-être qu'il fallait se concentrer sur le mercato hivernal, sur prendre un coach, parce que j'ai rien contre Samba Diawara, mais je pense que là, c'est pas le coach capable d'apporter l'esprit de rébellion. Perdu pour perdu, va chercher un pompier, va chercher un mec qui va secouer ça, parce que là, tu sens que ça va droit dans le mur, et il y a plus grand chose qui sort de cette équipe, quoi. Pourtant, tu vois le 11, tu te dis toujours pourquoi pas. Ivan Diouf est un bon gardien, Nakamura était capable de marquer ses quelques buts, mais après Atangana est un bon jeune, mais sinon sur ça c'est dur, quoi. Apparemment, Jambière, c'est même pas Caillot, c'est une Nice. Moi, je pense que vu la proximité Caillot-Nasser, je pense que ce Jambière-là, c'est aussi celui de Reims. Mais c'est sûr que t'as deux Jambières dans le lot. Ouais, c'est dramatique, Reims. C'est dramatique parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui a souvent bien travaillé, qui a été habituée à faire du bon mercato. Et là, patatras, t'as un trou dans les caisses de plus de 40 millions. T'as vendu Agbadou et Mounetsi cet hiver, sans les remplacer par des joueurs équivalents. T'es affaibli. Alors certes, t'as quelques joueurs absents, mais t'as pas non plus, je trouve, un effectif pléthorique. Ouais, tu vois, t'as Darami, Siebatcheux, Kadra, tu vois, enfin, t'as pas non plus énormément d'absents. Le vestiaire va péter. Je pense que le vestiaire a déjà pété quand tu vois l'altercation Evan Diouf à Tangana. Tu sens que ça pue, ouais, pour Reims. Tu sens que on est au bord du précipice, quoi. Même le banc, t'as pas grand chose à sortir. Donc, à voir pour la suite. Par contre, Auxerre, qui n'avait pas gagné depuis longtemps à l'extérieur, eux, ils en profitent. Et 10e but de la saison pour Ahmed Junior Traoré. Théobert qui confirme ses bonnes dernières titularisations.
Auxerre qui va s'offrir tranquillement, je l'ai dit avec Rennes, c'est l'équipe ventre mou plus. Là, t'es tranquille par rapport au maintien. L'Europe, ça va peut-être être trop compliqué, mais c'est bien pour eux parce que la dernière fois qu'ils avaient été en Ligue 1, ils avaient été relégués immédiatement. Donc se stabiliser en Ligue 1, c'est bénéfique. Baer fait un gros match. Ouais, j'aime bien son profil. C'est vrai qu'il, voilà, t'avais Sinaïoko qui marchait très fort, Traoré, Perrin. Le trio, c'était dur d'avoir du temps de jeu. Et c'est un mec qui a été recruté cet été, qu'on n'a pas eu trop l'occasion de voir en Ligue 1. C'est vrai que Théo Baer, j'aime bien ce qu'il montre. J'aime vraiment bien ce qu'il montre. Dernier match à voir, les potes. Et ouais, quoi qu'il arrive, je suis très inquiet pour Reims. Honnêtement, force aux supporters rémois. Je vais pas dire force aux dirigeants parce que de toute façon, eux, leur priorité, c'est poser des réserves. Mais ça va être délicat jusqu'au bout. Brest qui fait le job contre Angers. Brest qui se reprend après le match contrôler la défaite. T'es à 4 points de Strasbourg et de cette Conference League. Voilà, j'aimerais bien aussi les voir en Conference League. Ce serait bien qu'ils s'offre une nouvelle épopée européenne et surtout je pense qu'en Conference League, enfin on va rappeler quand même la Conference League, je sais pas si des gens sont au courant, mais il y a quand même une équipe qui va se retrouver en demi-finale. Je pense que c'est le truc le plus imprévisible. On aura en demi-finale une équipe, on aura Pafos chypriote, Djurgården Suède, Borac serbe et Rapide de Vienne. On aura une de ces 4 équipes en Coupe d'Europe, en demi-finale de Coupe d'Europe. Fantastique, avec normalement un match de gala contre Chelsea, donc ça va être un vrai gros plaisir dans ce sens quoi. Donc voilà, si Brest, enfin après je dis ça pour Brest, mais bien sûr j'aimerais bien aussi que Strasbourg y fasse. Je pense que maintenant qu'il n'y a plus de reversés, que ce soit en Europa ou en Pipion League, on aura très clairement la possibilité d'avoir une équipe française qui peut aller en bout en Coupe d'Europe. Je pense que sincèrement c'est le plus accessible. Après, on sait toujours que le PSG y arrivera un jour, mais on parle des autres équipes françaises. Très clairement, si tu joues le coup à fond, t'as de quoi espérer cette compétition. C'est vrai que la présence de Chelsea, quand tu vois... Après Chelsea, tu vois, en vrai, ils ont quand même envoyé une équipe un peu... Bah, tu vois, ils avaient Meka devant, ils avaient George ailier gauche, mais t'avais aussi du Palmer, t'avais du Caicedo, du Gusto. Enfin, tu te dis que t'as quand même des joueurs du dimension supérieure. Et sur le banc, ouais, t'as Pedro Neto, t'as Enzo Fernandez, t'as Nkunku, Sancho, Cucurella. C'est de la folie, quoi. En vrai, je me dis que ce serait cool qu'on ait 2 places en Pipion League. Je sais pas comment ce serait le cas, parce que c'est vrai que des années, t'avais des Néerlandais ou quoi. À voir peut-être avec les reversés d'autres Coupes d'Europe. Peut-être que ce sera possible à un moment donné, mais c'est vrai que après Lens, quand tu vois les galères qu'ils ont eu cette saison, je sais pas ce qu'ils auraient été capables de faire. Je pense que Lens avait le niveau normalement pour faire quart de Pipion League. Et ce que j'adore, c'est que maintenant, chercher dans Twitter, la Conference League, c'est devenu la Pipion League. Il y a plein de gens qui l'appellent comme ça. C'est un peu mon bébé. J'en suis extrêmement fier. Et du coup, je disais Brest, bien joué. Brest, très très bon match contre Angers, qui a su maîtriser son adversaire. Angers qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités de tir. Vraiment un bon match de Brest qui se relance bien, qui va être une équipe un peu poil à gratter dans cette fin de saison de Ligue 1. Le premier but d'Abdelassima, très très bon corner tiré par Peralage, vraiment magnifique dans l'exécution, et Sima qui envoie un boulet de canon de la tête. Pareil pour Lesmelou qui envoie une magnifique transversale à Romain Fèvre qui n'avait pas marqué depuis 2 mois et demi pour marquer ce petit but. Si la 7ème place est qualifiable en Europe, la 6ème passe en Europa League ou ça reste en Pipion League. En gros, pour te donner un ordre d'idée, si on reprend le classement, si par exemple le PSG gagne la Coupe de France, en gros 1, 2, 3, ça va en Ligue des Champions direct. 4ème, tu passes par le 3e tour de qualification de la LDC. 5ème et 6ème, tu vas en Europa League direct, comme Nice et Lyon cette année. Et le 7ème fait un barrage de Conference League. C'est ça un petit peu la répartition quand tu es 5ème à l'indice UEFA. Brest cet été, ce sera sacrément intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec tous les prêts. Oui, c'est vrai que Brest a beaucoup de joueurs à gérer en termes de mercato. Après, ils ont récupéré pas mal d'argent avec la LDC. Je pense que c'est une équipe qui est bien gérée, qui va pas faire de folie. Et on sait qu'en plus, tu auras Grégory Lorenzi, le directeur sportif, qui sera courtisé. On rappelle qu'Éric Roy, l'entraîneur, n'a toujours pas prolongé. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont se projeter un petit peu. Départ. C'est vrai que là t'as beaucoup. Hein. T'as NDI, Fernandez, Salah, Ajor, Koulibaly, Fèvre, Sima. C'est vrai que là, niveau prêt, ça va être costaud. En vrai, je garde
si je devais garder des joueurs, je garde Sima, je garde Ajorc, je garde NDI, Koulibaly en vrai, j'aime bien. Ajorc a déjà été acheté. Bon bah parfait. Merci les gars pour la précision. J'étais passé à côté, tu vois, comme quoi toujours bien d'avoir un chat vigilant et à l'affût. Edmilson Fernandez pour la rotation, c'est pas dégueu, mais je pense que tu peux trouver mieux. Après Ibrahim Salah, c'est un peu mid. Et Romain Fèvre, c'est peut-être niveau salaire, tout ça, c'est compliqué. Donc mais ce qui est sûr, c'est que cette gestion du mercato va être pas mal. Ah bah tu vois, j'avais pas vu. Et après, Ajor qui a 31 ans, mais récupérer Ajor pour 2 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même costaud. Oui, Eric Roy a dit qu'il voulait aller voir plus haut. On sait qu'il a aussi eu un passage en Angleterre à Watford comme dirigeant. On sait qu'il a déjà joué au Rayo Vallecano. Ça m'étonnerait pas que notre ami Eric Roy fasse ce petit challenge à l'étranger. En plus, à 57 ans, c'est peut-être le moment, tu vois, de s'offrir cette expérience. Lui qui, en plus, c'est le paradoxe, mais il a une carrière vraiment de jeune coach parce que même s'il a 57 ans, il a été entraîneur à Nice il y a un bon petit moment. Et sinon, c'est vrai que c'est dingue, quoi. Il a fait 12 ans sans entraîner, il revient, il amène Brest en Ligue des Champions, il en fait un bon club de Ligue 1. C'est l'une des trajectoires les plus folles du foot français ces dernières années, quoi. Directeur sportif aussi à Lens, c'est vrai, à Watford. À voir ce que ça donne un petit peu. Et il va faire les 100 matchs. Ça, c'est bien aussi. C'est un beau cap hein, pour lui. Donc, respect. Et non, ce Brest-là, ouais, à voir ce que ça va un petit peu donner. Alors, je ne le vois pas bouger. Moi, je pense que quand tu as fait ça, quand tu as amené Brest en LDC, tu dis que tu as quand même fait l'accomplissement ultime. C'est normal de rester pour faire cette saison avec des champions, comme Francaise l'a fait avec Lens. Mais tu vois, il se dit que si là, il stabilise Brest, première partie de tableau, là, c'est aussi le bon moment pour partir. Je le comprendrai en tout cas. Et intéressant de voir quel entraîneur va chercher Brest. On sait qu'ils vont avoir un nouveau stade bientôt. C'est un club qui, pour moi, a normalement une stabilité, une des meilleures stabilités sur le moyen terme. Parce que le long terme, on sait que c'est toujours compliqué avec CVC, avec les droits télé. Mais sur le moyen terme, je vois Brest quand même être une équipe bien gérée. Ouais. On y va pour la prochaine journée. On a commencé à dire pas mal du programme. Vendredi soir, on aura du Nice-Auxerre. On aura Nantes-Lille le samedi. Angers-Monaco. Lens-Rennes, 21h. Et là, c'est l'occasion de vous le dire, j'y serai. Ce sera mon premier match à Bollaert. Donc j'ai trop hâte parce que j'ai fait beaucoup de matchs en France, que ce soit des déplacements, que ce soit pour le boulot. Mais Bollaert, c'est le dernier, allez, avec le Groupama Stadium, c'est le dernier, on va dire, gros stade de Ligue 1 qui me manque. Et puis surtout en termes d'ambiance, j'ai déjà fait la Beaujoire, j'ai déjà fait Geoffroy Guichard, j'ai déjà fait le Vélodrome, le Parc lors des grandes soirées européennes. Et là, c'est un peu le dernier truc bouillant qui me manque, donc je suis trop curieux de voir, au-delà évidemment des corons, donc à voir ce que ça donne un petit peu. Le dimanche, on a Lyon-Le Havre, Montpellier-Saint-Étienne, encore un match de la peur, le Brest-Reims qui passe bien, le Strasbourg-Toulouse, très intéressant pour la Conference League, et puis dimanche soir, PSG-OM. Donc on aura un bon petit classico pour terminer cette 20e journée. Et comme je dis, c'est vrai qu'il n'y a que des matchs intéressants, des enjeux partout, lutte pour l'Europe, lutte pour le maintien. Ça va être assez fou. L'accueil de Pouille et Samba, ça va être gratiné. Ouais, Samba, je pense quand même que Samba, il y aura... Ouais, je pense qu'il y aura quand même des applaudissements, des hommages. Je pense pas qu'il se fera trop sifflé. Après, c'est surtout Seko Fofana. Je pense que Seko Fofana, ça aurait été drôle. Mais Samba, je pense qu'il y aura un bel hommage, quoi. Enfin, je sais pas. C'est particulier parce que c'est vrai qu'il a quitté le club en cours de saison. Mais je sais pas, je pense qu'il n'y a pas une forme d'ingratitude et qu'il y aura quand même des applaudissements. Après, ça se trouve, je serais surpris dans le mauvais sens. Je sais pas, Freeze, dans quelle tribune je serai. Je suis invité, donc je peux pas te dire actuellement où je serai. Mais voilà, s'il y a des Lensois qui veulent venir taper la discussion, évidemment, je le devine, aller boire un petit coup dans le stade, ce sera avec très grand plaisir. On y va juste pour l'équipe type, les amis, pour terminer en beauté cette journée. Avec évidemment pas mal de grosses perfs. Je pense qu'au gardien, il n'y aura pas trop de débat, même si j'ai trouvé Perry très bon hier. Mathieu Ryan qui a été excellent avec
j'allais dire la Roma, son ancien club non, mais le RC Lens. El Anaoui aussi a été vraiment consistant dans ce rôle-là. Je pense qu'on peut mettre Théo Bair devant. Alors Dembélé a mis un doublé, mais il était remplaçant. Je sais pas trop. Par contre, je pense que je vais mettre Désiré Doué, qui a été vraiment précieux. Je pense que je vais mettre Bakwa. C'est vrai que Franck Magri, on peut le mettre. Magri, le récompenser de ce match-là, qu'il a été vraiment bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre performance? C'est vrai que la passe de Lesmelou pour Fèvre, et l'enchaînement de Fèvre qui est très bon, mais je trouve que la passe de Lesmelou, c'est un des gestes du week-end. Donc je pense que je vais le mettre là dans ce milieu de terrain là. En vrai, je sais qu'il a eu quelques moments d'inquiétude, mais Niakhaté défensivement, je trouve qu'il a plutôt été présent sur ce match-là face à Nice. Donc je vais les mettre quand même dans cette équipe-là. Et puis si vous avez d'autres défenseurs qui vous auront bien plu, moi j'avoue que Djoumaba à Lens m'a pas mal plu. C'est vrai que la passe d'Almada est quand même très intéressante. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre Almada. Je suis d'accord. Guéladoué, Guéladoué, je suis bien d'accord. Très très bon. Balerdi, c'était un peu pas esselé, mais je sais pas comment le dire. C'est pas le match le plus abouti. Zouaoui, c'est vrai que Zouaoui était bon sur son entrée en jeu. J'aime bien ce que tu dis. En vrai, si j'avais dû mettre un Marseillais, je pense que j'aurais mis. Je trouvais que Balerdi a gagné beaucoup de duels, a été bon dans la relance, mais c'est dur pour lui. Hein. Mais je pense pas que je vais le mettre dans ce 11-là. Et on peut peut-être terminer avec Djoumaba et Cresswell. Djoubal, c'est vrai que Djoubal a été bon aussi. Zouaoui était bon. Et le bon Cresswell derrière. Après, franchement, je me répète, mais la première de Djoumaba au Vélodrome, pour un joueur comme ça... je sais pas, j'ai bien aimé. Donc voilà, petit 11 comme ça de coup de cœur avec Ryan Okage, Doué, Niakhaté, Djoumaba, Zouaoui, les deux frères Doué alignés avec Désiré Doué au milieu, Lesmelou, El Anaoui, Bakwa, Bair, Magri, ma foi, un 11 un petit peu pas dire d'outsider, mais un 11 pas forcément attendu. Et je trouve que c'est plutôt bien dans ce sens. On y va les amis, on va terminer tranquillement. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Désolé pour la coupure au milieu, la coupure de courant. Je suis pas forcément responsable, mais voilà, ça me tenait à cœur évidemment de continuer dans ce sens. Moi je suis très content d'avoir pu faire ce bon petit débrief Ligue 1. Ça a été peut-être un peu tardif, voilà, on est quasiment 15h. J'aurais voulu le faire hier soir, mais il y avait un petit peu de fatigue, comme je vous l'ai dit, après le Nice-Lyon. En plus, on va se retrouver dans 3 heures à peine pour hors-jeu. Donc voilà, ça va continuer avec les camarades, Bruce, Braque, Yous. On a aussi Hamza Ramani, commentateur Ligue 1 sur DAZN, qui sera avec nous. Donc un gros plaisir. Comme d'habitude, je vais mettre le replay sur YouTube. Il y aura aussi du podcast. Donc je vais m'atteler à ça pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui sont restés malgré la coupure. Je vous salue. Merci de m'avoir suivi. Vous m'avez régalé, les potes. Et je vous dis à très vite. On se retrouvera, je pense, débrief Ligue des Champions, je sais pas si ce sera mercredi soir, jeudi sur Twitch en live. On sera là évidemment parce que voilà, on a entamé le sprint final, que ce soit Ligue des Champions, Ligue 1, tout ça. Donc on se dit à très vite. Salut les potes, salut.